Nous sommes à la veille du week-end, le sourire est de mise et l'actualité ne manque pas d'intérêt. Ce matin encore, on vous embarque pour un tour d'horizon riche et varié. D'abord, direction la scène politique nationale. À quelques mois du scrutin, on s'arrête sur un sujet d'intérêt central, le système de parrainage pour la présidentielle de 2026. Comment ça marche? Que faut-il en comprendre? On en parle tout à l'heure avec notre invité. Place ensuite à la détente avec une bonne nouvelle. Le golf s'invite désormais officiellement au Bénin. Un terrain flambant neuf voit le jour et Ghislaine Adimi nous fera découvrir ce nouvel espace plein d'élégance et d'attractivité. Et puis en santé, on parle de rhumatisme. Saviez-vous que certaines activités physiques et mentales peuvent vous aider à réduire les douleurs? On vous dira tout sur l'importance de bouger, même quand ça fait mal. Installez-vous confortablement. On démarre ensemble avec le bulletin d'information. Le bulletin d'information avec Génie Alafouda Mossiagboka, toujours fidèle. Bonjour Génie. Bonjour Jennifer. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Et vous-même? Je vais très bien également, je pète la forme. Au menu ce matin, on a quoi comme information? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Oui, on démarre ce bulletin avec cette rencontre entre le président du CES et son homologue du Conseil central de l'économie belge, soit l'équivalent du Conseil économique et social. Alors, de quoi retournent les échanges entre les deux personnalités? Élément de réponse avec Ernest Tétégou et Arnaud Adadja. Ces présidents d'institutions en charge de conseiller les pouvoirs publics pour ce qui concerne la gestion spécifique de l'économie et du social posent à Cotonou les bases d'un partenariat axé sur l'échange d'expériences. Quand j'ai été élu premier vice-président de l'UCVIF, j'avais promis à votre président que je viendrais lui rendre visite et commencer à développer des partenariats entre la Belgique et le Bénin au niveau des conseils économiques. Professeur à Bruxelles, à l'Université de Liège, l'hôte du président du CES est également le président de l'Association francophone des conseils économiques et sociaux. Dans son agenda, il prévoit d'apporter sa contribution au rapport sur le développement des coopératives, un document à transmettre au chef de l'État béninois. Il profite de sa présence au CES pour gratifier ses conseillers et coordonnateurs du modèle belge de financement des pensionnés. Malheureusement, tous les pays du monde confrontés au financement du système des pensions, évidemment, les systèmes ont été inventés à une époque où nous n'étions pas face à un vieillissement de la population. L'Europe, peut-être plus évidemment que l'Afrique, nous subissons aujourd'hui un choc en termes de financement, mais aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y avait aussi un problème de financement évidemment au Bénin. Donc nous avons échangé sur les modèles belges et béninois. Ainsi se résume sa matinée. À Cotonou, un rendez-vous stratégique mobilise les forces vives de l'économie. Pendant 2 jours, elle se penche sur les leviers à activer pour renforcer le tissu entrepreneurial national. Une initiative portée par un collectif engagé. Elles sont des milliers à faire battre le cœur économique du Bénin. Les micro, petites et moyennes entreprises, souvent invisibles mais essentielles, sont au cœur d'un grand rendez-vous national. Pendant 2 jours à Cotonou, décideurs publics, entrepreneurs et partenaires techniques se réunissent pour réfléchir, proposer et agir. Objectif, accélérer la croissance inclusive des micro, petites et moyennes entreprises. Ce symposium s'inscrit dans la vision audacieuse du gouvernement. Notre mission est claire: fédérer les énergies, influencer les politiques et ouvrir les voies du progrès. Au cœur des échanges, 5 thématiques phares, de l'accès au marché à la commande publique, en passant par la bonification des crédits et l'entrepreneuriat féminin. Dans ce contexte, la coopération allemande est fière de soutenir les efforts du Bénin pour renforcer son secteur privé. La croissance des PME doit être inclusive pour garantir que les fruits de cette croissance profitent à tous, y compris aux femmes, aux jeunes et aux régions les plus éloignées. Le symposium national sur la croissance et le développement inclusif des MPME, organisé les 16 et 17 octobre, réunit plus d'100 d'acteurs.
La politique nationale de santé communautaire est désormais une réalité dans le département du Littoral. Le lancement officiel a eu lieu ce jeudi à la mairie de Cotonou. Une occasion pour le ministre de la Santé de remettre des kits aux relais et agents de santé communautaire formés et déployés sur le terrain. Edmond Hongbo, Amandine Aniaboussou. Un vélo, un gilet, un imperméable, des bottes, des bols et des casseroles. Voilà, entre autres, les éléments dont ont besoin les relais communautaires. Ces outils leur permettent d'intervenir efficacement au sein des ménages. Au quotidien, ces relais-là auront à visiter ces ménages-là, voir les problèmes. Le traitement des données sera essentiellement digital. Donc, ils vont remonter ces données-là vers les ASC que nous sommes, qui allons traiter ces informations-là, choisir ce qui est bon, ce qui est mauvais, confirmer ou infirmer les cas de maladie qu'il y aura peut-être en communauté. Ils sont plus de 900 relais communautaires et agents de santé communautaires qualifiés déployés sur le terrain dans le cadre de l'opérationnalisation de la politique nationale de santé communautaire dans le département du Littoral. La mise en œuvre de cette politique vient ainsi renforcer les efforts déjà engagés en matière d'assainissement, d'hygiène, de vaccination et de prévention des maladies, entre autres. Vous constituez le premier contact avec les populations et les structures sanitaires. Votre travail, souvent dans des conditions difficiles, contribue directement à la prévention des maladies, à la promotion de la santé et à la confiance entre les communautés et les institutions publiques. Désormais mise en œuvre sur toute l'étendue du territoire national, la politique nationale de santé communautaire vise à engager les communautés pour une santé de proximité de qualité. Chers agents communautaires, ce qui fera la réussite de cette politique que nous lançons aujourd'hui, c'est notre capacité collective à faire vivre le numérique, à le comprendre, à l'adapter, à le rendre utile et au service de l'essentiel. Votre mission, visite à domicile, causerie éducative, alerte précoce, sauveront des vies au quotidien. C'est à chaque instant, à chaque seconde que ça se joue. Chaque pas que vous ferez dans nos rues et nos ruelles est un pas vers un Bénin en meilleure santé. Grâce à la politique de santé communautaire, les populations bénéficient d'un paquet de soins préventifs, promotionnels et curatifs. Et cette bonne nouvelle pour le Bénin, le pays vient de recevoir le trophée d'or dans la catégorie Exhibition and Design à l'exposition universelle Osaka 2025, un prix décerné par le Bureau international des expositions et le comité d'organisation japonais de l'événement. Ayanda Silva. À l'exposition universelle Osaka 2025, le Bénin s'est révélé au monde. Le pays a su conjuguer culture, diplomatie, art de vivre et innovation. Une approche qui lui a valu cette consécration internationale, le trophée d'or dans la catégorie Exhibition and Design. Le trophée couronne 6 mois d'engagement exceptionnel et de rayonnement porté par la créativité, la rigueur et la vision du Bénin. D'ailleurs, depuis l'ouverture officielle de l'exposition, le 13 avril 2025, le pavillon du Bénin n'a pas cessé d'attirer du monde. Il s'est imposé comme l'un des plus remarquables. À travers son tableau, le pays a raconté son histoire, la diversité de son patrimoine, la puissance de son art contemporain, la beauté de ses paysages et la singularité de sa diplomatie culturelle. Organisée du 13 avril au 13 octobre 2025, l'exposition universelle d'Osaka, placée sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain », a rassemblé plus de 160 pays et près de 28 millions de visiteurs.
Le répertoire des prix de référence à l'usage de l'administration publique est un outil technique d'aide à la décision et un instrument de maîtrise des coûts. Instauré depuis 2007 pour répondre aux besoins d'encadrement des prix des commandes publiques, il est actuellement à sa 19e édition. Plusieurs acteurs de la Direction nationale du contrôle financier se sont donné rendez-vous à la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances pour la cérémonie de lancement. Les détails, ce sera avec Renaud Akakpo, Alexis Cuno. Bienvenue sur la plateforme répertoire. Voici le répertoire qui dresse les prix de référence des biens et services acquis par l'État. Il est disponible sur la plateforme SICOREF et se révèle comme un instrument essentiel dans la planification et l'exécution des dépenses publiques. Élaboré sous la coordination de la Direction nationale du contrôle financier, ce répertoire, qui est à sa 19e édition, marque une étape importante dans le processus de contrôle des prix et de modernisation des pratiques de gestion. Il permet en effet d'assurer la sincérité des coûts de nos commandes, d'harmoniser les pratiques de tarification dans l'administration et de renforcer la crédibilité des estimations budgétaires. Le défi central est de réduire les potentiels risques de corruption. Les systèmes de passation de marché électroniques rendent les transactions plus transparentes et accessibles pour le contrôle. Cette 19e édition du répertoire des prix de référence s'inscrit dans cette dynamique. Cette édition se distingue par plusieurs innovations majeures, parmi lesquelles une nouvelle méthodologie d'encadrement des prix visant à réduire les écarts entre les bornes et à refléter plus fidèlement la réalité du marché. Le renforcement de la digitalisation à travers l'intégration de l'intelligence artificielle qui facilite la recherche et l'utilisation du répertoire et la prise en compte progressive des produits et services climato-résilients. Ces avancées traduisent la volonté du ministère de l'Économie et des Finances d'offrir aux administrations publiques un outil fiable, accessible et innovant au service de la rigueur budgétaire et de la transparence. Un commentaire porté par Victorine Bondé. Clap de fin pour la 3e édition du Forum international du cadre de vie. C'est dans une atmosphère conviviale que décideurs, experts et invités se sont retrouvés autour d'un dîner de gala, ultime temps fort de cette édition 2025, entre bilan partagé, perspectives esquissées et célébration de la culinaire. Eh bien, cette soirée a scellé avec élégance les engagements pris pour un cadre de vie durable et harmonieux. Hilaire Kodjo et Mathieu Soken. Sous les luminaires prestigieux de Sofitel, le Forum international du cadre de vie s'achève en apothéose. Un dîner de gala aux saveurs béninoises et internationales réunit des convives venus de tous les horizons. À l'issue de la conférence, les experts ont recommandé de renforcer les capacités institutionnelles pour préparer des projets bancables, de créer un guichet national pour les financements verts, de favoriser les obligations vertes adossées à des projets urbains mesurables, de mettre en place un registre national du carbone et de promouvoir le partenariat public-privé pour le financement d'infrastructures durables. Ministres, experts et acteurs civils échangent dans une atmosphère raffinée, portée par une même ambition, celle d'un Bénin moderne, inclusif et orienté vers le progrès. Quand des actions qui compromettent ce cadre de vie vont se poser, je souhaiterais que les uns et les autres, nous puissions nous mobiliser pour ça. Ça, c'est mon message fondamental pour clôturer le FIC 2025. Entre envolées musicales et culturelles, le Bénin réaffirme sa vision, bâtir des villes humaines et durables. Pour cette vision concrétisée du gouvernement, le ministre du cadre de vie s'est vu décerner le trophée du bâtisseur, tandis que le chef de l'État est salué pour le rayonnement international du pays. Les innovateurs du secteur BTP ont également reçu des distinctions honorifiques.
23 agents de la base navale de Cotonou sont désormais plus aguerris à la maintenance des flottes de la marine. Avec le soutien de l'Agence belge de coopération internationale ENABEL, la formation crée une expertise locale pérenne. Jacob Tocho-Edo et Arnaud Adadja. Des parchemins pour ces marins qui ont acquis une solide expérience dans le processus de réparation de ces moteurs de navires. On les appelle des mécaniciens hors bord. Ils détiennent désormais la clé de l'entretien de ces vecteurs sur le site de la base navale. Cet appui se situe dans le cadre plus large de notre intervention au titre d'ENABEL au Bénin, qui est de contribuer via le projet Proport, financé par l'Union européenne et initié depuis juin 2023, à l'amélioration de la sûreté maritime dans les eaux territoriales du Bénin. Ceci pour assurer un trafic maritime régulier et sécurisé. Je voudrais ici exprimer, au nom du capitaine de vaisseau-major Dossa Mpati, chef d'état-major de la Marine nationale du Bénin, notre profonde reconnaissance aux autorités belges, aux différents formateurs et à tous les acteurs engagés dans cette belle initiative et vous réitérer notre engagement à perpétuer cette collaboration. 4 semaines d'une formation mêlée d'expérimentation avec l'appui de quelques instructeurs belges, ces marins ont désormais les atouts pour remettre des vecteurs de type Zodiac, de quoi améliorer les opérations de maintien de sécurité. Et cette formation nous a permis de savoir, d'avoir plus d'acquisition intellectuelle sur la maintenance des moteurs, des nouveaux moteurs hors bord. Au total, 23 agents, dont 2 femmes, venus de différentes bases. Ces agents arborent chacun fièrement leur attestation dans l'espoir de bien s'en servir. Voilà, ce sera tout pour le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Voilà. Merci de l'avoir présenté. Génial. Ça fait 5 jours que nous sommes ensemble. Nous sommes pratiquement le dernier jour. Et nous respectons notre tradition. 5 jours qu'elles me font rire tout le temps. Tradition depuis quelques temps, en tout cas, d'un sujet de discussion. Je vais d'abord saluer les autres journalistes, les autres chroniqueurs qui sont sur le plateau. Patrick, bonjour. Oui, bonjour, Jenny Assier. Bonjour. Enfin, parenthèse, Assier. Le Réal devait faire un coup là. C'est quoi cette histoire? Non, attendez, nous sommes au naturel. Ah, d'accord, c'est pour ça que vous Le Réal devait faire un coup. Il m'a montré dans les coulisses. N'est-ce pas? La terminaison du prénom. Oui. Terminaison de Fer. Jenny Assier. Donc je demandais pourquoi est-ce que souvent quand il l'appelle, il dit Jenny Assier. Donc c'est de fer. Bonjour le Bénin. Bonjour. Jocelyne. Qu'est-ce que le Réalo vous a fait? Vous pouvez tout dire sur ce plan. Oui, personne n'a rien vu. Ah bon? Comment allez-vous? Un plaisir pour moi de vous retrouver. Plaisir largement partagé. Chers amis téléspectateurs, vous avez constaté, c'est comme ça par ici. Par moment, on est sur les roulettes, on court vite. Et c'est ce qui a fait ce que vous avez peut-être surpris tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, je vais faire cadeau à Génial. Je commence par vous, Ghislaine. C'est mieux. Alors, on parle aujourd'hui, chers téléspectateurs, des décisions en famille, que ce soit nièces, enfants, etc. On parle de la famille, des gens qui sont sous votre autorité. Lorsque vous voulez prendre une décision qui engage tout le monde, est-ce qu'il faut les consulter? Je précise que ce sont des enfants. Est-ce que l'avis des enfants compte dans les prises de décision pour la famille? Merci beaucoup. Je réponds déjà comme si c'était à l'école, on vous dit oui ou non. Je dis oui. Je dis oui. Même si à la fin, vous avez le dernier mot. Au moins, leur avis fera que même dans votre dernier mot, vous allez considérer que ça là que je vais faire à tel enfant, il ne l'a pas réellement accepté, mais il faudrait que je puisse le faire, même si c'est contre sa volonté, pour qu'au finish, ils sentent que la décision que j'ai prise, c'est pour son bien. D'accord. Donc, il faut les consulter. Il faut les consulter. Il faut les consulter. Je voudrais faire ceci, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Si l'enfant l'accepte, ça marche. On est beaucoup plus heureux de le faire. Mais on est déjà conscient que, si on est déjà conscient que ce qu'on veut faire pour l'enfant, c'est pour son bien. Et que l'enfant s'y oppose quand même, parce que les enfants, qu'on le veut ou non, quand c'est un truc plus ou moins contraignant, ils ne le veulent pas. Si je le fais, c'est pour ton bien. Et l'enfant dit non, il faut quand même essayer d'arriver à lui faire comprendre que c'est pour ton bien. On va devoir le faire. D'accord. Pour la petite exemple, je vais le résumer rapidement. J'ai ma dernière qui fait la 3e cette fois-ci.
c'est une fille très intelligente. Elle n'a jamais voulu avoir de répétiteur. Mais il s'est trouvé qu'elle a des... Elle n'est pas aussi en 40 que ça, mais dans les matières scientifiques, elle n'arrive pas réellement à comprendre peut-être les cheminements et autres. Et tout le temps, il faut toujours négocier avec elle pour lui donner un répétiteur. Je me souviens, et quand elle devait commencer la 6e, je lui avais proposé un répétiteur tout de suite. Elle dit non, maman, laisse-moi y aller. Arrivé à tel niveau, parce que je voulais lui imposer en fait. Elle dit, tu n'as pas le choix cette fois-ci parce que je ne voudrais pas que tu fasses. Elle dit non, maman, d'accord, laisse-moi commencer. Et si au premier trimestre, je ne donne pas tel résultat, on va prendre le répétiteur. D'accord, donc vous l'avez consulté. Donc c'est important de consulter. Et pareil, cette année également, elle est en 3e. Déjà pendant les vacances, elle dit, bon, on va devoir prendre un professeur de mathématiques qui va pouvoir t'aider en maths et en PCT. Elle dit, on va devoir. Elle dit, oui, maman, je sais que même si je dis non, tu vas le faire. Mais je ne voudrais pas qu'il vienne travailler avec moi le dimanche. Ok. D'accord, donc on négocie, en fait, on essaie de trouver le juste milieu. Et quand ils ont commencé, il s'est trouvé que ça n'allait pas, ça ne coordonnait pas réellement avec elle, parce qu'elle est d'une nature où elle ne veut pas que tu lui imposes. Elle ne coordonnait pas, mais elle faisait quand même des efforts. La dernière fois, je l'amenais à l'école, elle dit, maman, tu sais, c'est pas que je veux refuser le professeur, mais je sens qu'il n'a pas la méthodologie comme il m'enseigne à l'école et je ne voudrais pas avoir. Non. Du coup, elle dit, ok, il n'y a pas de souci. On va le remplacer. C'est pas qu'on va le renvoyer. On en mettra vous êtes bien, heureusement. Exactement. Donc, c'est pourquoi je trouve qu'il faut forcément consulter. Parce que quand on ne les consulte pas, ça passe autrement. L'enfant n'encaisse pas. Et même si c'est pour son bien, finalement, vous lui faites du mal. Moi, c'est ce que je pense. Mais qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est ça. C'est la méthode. Nous ne sommes plus à cette époque-là où les parents décident tu décides et puis c'est militaire. Tu décides et l'enfant subit, l'enfant fait. Quelqu'un a dit la dernière fois sur Facebook, Dieu nous envoie nos ancêtres. Nos ancêtres, je suis. Il vous dit tout de suite que là où vous allez, ça ne l'arrange pas. C'est ça. Et c'est comme Ghislaine l'a dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Elle l'a dit tout à l'heure. Quand vous imposez, le résultat ne sera pas ce que vous voulez. Il va peut-être le faire ou elle va peut-être le faire parce qu'il ou elle n'a pas le choix. Parce qu'il y a le ton de l'autorité. Mais quand vous, je ne dirais pas négocier, mais quand vous échangez, vous faites des propositions, il dit non. Tu lui expliques que si on le fait comme ceci, voici ce qu'on gagne dedans. Vous essayez de trouver l'équilibre, le juste milieu, comme elle l'a dit, ça passe. Ça ne sera peut-être pas ce qu'il veut, mais ça passera. Et sur le long terme, il faut quand même revenir faire une sorte de rétrospection et lui dire, tu vois, tu ne voulais pas, mais quand on a essayé, tu vois ce que ça a donné et ça tourne dans la tête. C'est comme on dit chez nous, on fait le briefing et le débriefing. C'est ça, exactement. Il ne faut pas imposer. C'est ça. Il faut tenir compte de ce qu'ils veulent aussi. Donc, moi, vous également, important. Il faut consulter. Ah oui, Patrick, est-ce qu'il faut consulter? Moi, je me rappelle une amie qui me disait, dans le choix d'une école pour son enfant, elle me disait, je n'ai pas besoin de lui demander, je ne vais pas accoucher mon enfant et il deviendra mon chef. Là, il va passer à... Elle a accouché son enfant. Elle va passer à Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, il y a eu une évolution, une grande évolution. Nous, on nous imposait tout, presque tout. Oui. C'est de manière manu militari, comme Jenny l'a dit tout à l'heure. Quand vous n'obéissez pas, vous passez à côté, la sanction est là, la chicotte est là et tout le reste. Et on a constaté que ceux qui désobéissaient en notre temps recevaient non simplement la chicotte physique, mais la sanction spirituelle, morale, mentale, tout le reste. Parce que c'était toujours dans cette idée-là. Honore ton père et ta mère. Quand tu désobéis, c'est la catastrophe. Mais maintenant, c'est une question de communication. Comme elles l'ont dit, il faut communiquer, il faut échanger, il faut pouvoir convaincre l'enfant à ce qu'il puisse savoir que ce qui est pris comme décision, c'est pour son bien. Et cela signifie qu'il ne s'agit pas de prendre la décision avant de le voir. L'informer. Oui, il ne faut pas prendre la décision et être déjà rectangle carré dans sa décision. Il faut venir négocier et prendre tout ce qui a comme contour, arrondir les angles pour pouvoir lui parler. Sinon, l'enfant se met en situation
d'agressivité. Il se braque. Il se braque. Il est sur la défensive, il se braque. Et tout ce qui est dit, il n'écoute même plus ce qui va l'arranger. Donc, on commence par l'amadouer, par lui dire, mais tu sais, il y a ceci, il y a cela. Donc, le langage, la communication, elle est très importante, la communication actuellement. Et quand on parle d'imposer, j'ai vécu aussi une expérience avec mes enfants. Et ça, c'est dans le cadre de la coordination de la maison. Il est arrivé un moment donné où j'ai dit, je ne veux plus prendre d'aide ménagère. Et que je n'ai que des filles, alors on s'entraide. Et pendant les vacances, vous avez constaté que les enfants n'aiment pas se réveiller tôt. Évidemment. Moi, j'ai été éduquée d'une façon où la femme ne traîne pas au lit. Elle se lève tôt et tu peux te lever, faire tout ce que tu as fait, aller te coucher. Donc, je tenais à ce que mes enfants soient comme ça. Donc, quand je me réveille, et déjà à 7 h, je ne les vois pas debout, et ça m'énerve. Et j'ai commencé à crier. Un jour, je reviens du boulot, je suis un peu plus tôt, et la petite qui dit, la patronne des lieux est là. Et ça, elles étaient surprises parce que moi je partais tôt, le temps que je vienne, elles n'ont rien fait. Elle va se mettre à crier maintenant. Ah Seigneur Jésus, le temps que j'entends ça, je dis, d'accord. Ça m'a tellement énervé, je rentre dans ma chambre, je viens et dis, pourquoi tu n'as pas bien fait ça? Elle sort et dit, maman, tu nous stresses. C'est elle, je l'ai surnommée la syndicaliste de la maison. Maman, tu nous stresses. Elle dit, mais comment ça? On sait qu'on va faire. On sait que c'est notre devoir, on va faire. Mais on est en vacances, on s'organise, on le fait. Qu'est-ce que tu veux? Que ta maison soit propre? Elle dit, non, il veut que ma maison soit à 7 h. Elle dit que ma maison soit propre. Quand j'ai dit, lève-toi. La grande dit, je t'avais dit non. Il ne faut pas perdre ton temps. Mais depuis ce temps, j'ai changé. Oui, voilà. Il vaut mieux. Et je suis sûre que ça passe plus, le courant passe plus. Les enfants se sentent plus en confiance. Et il y a une autre forme de complicité, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, il y a une autre forme de complicité. C'est vrai que ça ne passe pas tout le temps parce que les enfants veulent aussi faire et profiter de ce créneau que vous leur offrez pour discuter. Ils se sentent beaucoup plus considérés. C'est même normal, c'est bien. Les enfants sont plus épanouis quand on les considère, qu'on considère leur opinion. Mais comme les enfants sont aussi capricieux, ils en profitent parfois. Il faut savoir. Donc, il faut à un moment donné savoir vraiment taper du poing sur la table, de la fermeté, dans la douceur. Et comme Mela a toujours dit aussi, mon parrain, il faut être ferme, il faut être doux. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de montrer que c'est toi la patronne de la maison. Tu es la patronne de la maison, mais tu t'imposes et ton enfant même à un moment donné saura que... Parfois, les enfants font des bêtises, tu vois, ils s'attendent à ce que tu cries, ils le font. C'est quand tu ne cries pas, qu'ils se rendent compte que tu te rends compte après qu'ils l'ont fait exprès pour te provoquer. Ou l'enfant fait une bêtise et s'attend à ce que maman va me punir ici. Mais tu viens, tu regardes. Et tu passes, tu fais comme tu ne fais, tu vois que tu n'as même pas constaté. Le lendemain, ne te répète pas. On va écouter à présent Heureuse qui est là depuis un moment, qui nous a rejoint. Et ce matin, et vous-même? Ça va. Moi, je dirais certainement la même chose qu'elle. Pour une famille heureuse, il faut consulter les enfants sur tous les points. Pas seulement uniquement les points qui les concernent directement. Mais quelles que soient les décisions à prendre à la maison. Quand on veut déménager, par exemple? Oui, parce que tout le monde est concerné. Est concerné. Même des fois, lorsque tout le monde n'est pas concerné, lorsque papa, face à une situation donnée, doit peut-être prendre une décision professionnelle. Ah oui? Au lieu de consulter seulement son épouse, même les enfants, que tout soit familial. D'accord. Des décisions familiales prises. Et là, tout le monde est impliqué. Mais il faut également préciser que chaque enfant à son comportement, à son caractère. Il y a des enfants, quelles que soient les dispositions que tu vas prendre, ils ne sont pas contents. C'est ça. Il y a certains qui disent ils veulent toujours montrer. D'autres qui disent oui pour tout. Même si c'est compliqué. Il y en a qui veulent te contredire tout le temps, en fait. Tout ce que tu dis là, c'est non. Certains sont là pour te mener un peu à la baguette. En quelque sorte. C'est comme si ils sont là un peu comme un karma, ils sont là pour te régler ton compte. Non, mais parfois ils te le font, tu te rends. Mais moi, je n'ai pas fait ça à mes parents. C'est quel karma finalement? C'est mon épouse qui dit qu'il y a les enfants qui sont le 7 août et d'autres enfants qui sont le 8 août. N'est-ce pas? Le 7 août, c'est les enfants qui disent, qui savent tout. Ils savent tout. Oui, c'est tout. Et il dit oui à tout. Il dit oui à tout. Donc franchement, il faut y aller, lorsque les décisions concernent l'enfant précisément, il faut y aller en fonction du caractère de l'enfant que nous avons en face de soi. Mais il faut aussi nuancer. Quand on dit consulter, ne veut pas forcément dire tenir compte forcément de l'avis de l'enfant. Consulter l'enfant, c'est peut-être, comme elle l'a dit, par un papa qu'on a affecté.
c'est pas le jour où ils sont repartis qui va dire non, je c'est pense. aussi une préparation psychologique. Aussitôt que tu as eu l'information, tu en parles avec ton épouse, ça c'est pour papa, et si c'est une femme, aussitôt avec ton époux. Mais un soir, que ça ne traîne pas trop, appelez les enfants et dites aux enfants, ah, il y a telle nouvelle situation, pour que chacun se prépare psychologiquement. Oui. Et quand c'est une obligation, dites aux enfants, je sais que vous n'allez pas aimer peut-être, mais on est obligé, il faut qu'on s'y organise pour que chacun s'y mette. Parce que quand chacun s'y met, on y trouve toujours de la joie. Vous avez parlé d'un déménagement, par exemple. Les enfants, parfois, n'aiment pas trop quitter leur milieu. Où ils se sont déjà installés, les camarades, les amis et tout ça. Et parce que ça implique qu'ils vont changer d'école. Et surtout, quand c'est un peu plus loin de là où ils étaient, ils n'aiment pas la plupart du temps. Quand vous êtes obligé de le faire, autant leur faire comprendre ça. Et c'est ça aussi une consultation. Quand on dit consultation, c'est pas quand on va chez le médecin, c'est pas nous tous qui aimons les piqûres. Parfois, le médecin te dit, écoute, on est obligé de passer par là. Donc, c'est en fait ça. Mais comment gérer, Génial, lorsque l'enfant reste fermé, lorsqu'il est trop 7 août Comment gérer? Un enfant bloqué sur sa décision qui, heureusement, je n'y ai pas à faire, c'est déjà ça. Heureusement. Oui, heureusement. Non, mais même là, d'autres diront, c'est moi le parent, de toute façon, tu le fais. En fait, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Mais avec le bon ton. Même dans cette posture-là, il ne faut pas commencer à dire tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Non, ça ne t'arrange pas. J'ai compris. Mais là, ils tout de vont suite... te prêter un nom systématiquement comme les enfants de Julie. Elle a changé depuis la patronne. Oui, voilà, ils vont me prêter un nom. Je le redis, tout est dans la tonalité. Il faut imposer le truc, mais avec le bon ton. Je pense que ça passera. Il ne va pas digérer. Et il vous le rappellera, hein, même ils n'oublient pas, hein, ces gosses-là, ils n'oublient pas. Il va vous le rappeler peut-être des mois plus tard, surtout si ça ne se passe pas comme vous-même vous l'avez imaginé. Il vous dira, quand tu disais qu'on va faire ça, là, moi je t'avais déjà dit que je ne voulais pas. Il faut souvent les consulter parce qu'ils ont parfois des points que nous n'avons peut-être pas imaginés, qu'on n'a peut-être pas explorés, qui pourraient vous aider peut-être à revoir ou à corriger. Ou à améliorer. Bien sûr. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Je vais quand même donner un tout petit... pas qu'un miroir dans la maison. un tout petit peu de temps de parole à Patrick et ensuite à Ghislaine. Pour conclure. Pour conclure, il faut consulter. Toujours consulter. Et toujours consulter. Toujours consulter. Oui, toujours consulter. Bon, je retiens ça. Ghislaine? Bon, moi, j'ai dit les enfants, ce sont nos partenaires. N'est-ce pas? Voilà, ce sont nos partenaires. Nos complices. Ce sont nos partenaires, ce sont nos premiers complices. C'est notre première famille. Tout ce qu'on fait, c'est pour eux. C'est ça. Et ceux qui deviendront, c'est pour nous aussi, même si on pense qu'on ne sera pas là pour... On ne travaille pas pour l'enfant, on ne travaille pas sur l'enfant pour forcément bénéficier de quelque chose, mais voir l'enfant réussir, voir l'enfant être heureux, voir l'enfant s'épanouir, c'est notre miroir. On se sent heureux d'avoir accompli quelque chose de bon. Et si on ne le fait pas en les consultant, on n'y arrivera pas. Certainement. Merci beaucoup. Et on a de bons parents sur ce plateau. Je sens beaucoup d'amour. Des parents nouvelle génération. C'est ça, on a appris à nos dépens. Merci. Nouvelle génération. Merci d'être qualifié d'éducateur à la maison. Bon, ça n'arrivera plus. Merci. Alors, je vais vous raccompagner, installer le prochain plateau, celui de Patrick Djossou, événement à la une avec ses invités qui prennent place. Patrick Djossou, vous avez l'habitude de nous entraîner dans tout ce qui est événement, tout ce qui est actualité, tout ce qui est fait. Et je sens qu'on va reparler de cette fameuse exposition sur les véhicules parce qu'on avait commencé à en parler. On a certainement d'autres sujets, n'est-ce pas? Oui, on va parler de l'exposition. Une grande exposition, le salon de l'automobile, le premier salon de l'automobile au Bénin. Mais avant d'arriver au premier salon de l'automobile au Bénin, aujourd'hui, on est le 17 octobre et sur l'esplanade de l'Amazone, il y a une opération pour la lutte contre le cancer du sein et la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Une opération de dépistage gratuit. Et pour ce dépistage gratuit, ça commence à 10h tout à l'heure. Donc aujourd'hui, vendredi 17 octobre 2025, à 10h,
toutes les femmes de 25 à 65 ans sont invitées. D'accord. C'est vrai, le message devait passer un peu plus tôt puisqu'il y a certaines indications dit il ne faut pas être enceinte, il ne faut pas être en couche, vous comprenez, oui, bien sûr. et il ne faut pas avoir fait l'amour avant les 48 heures, non, les 24 heures, c'est plus précis. Les 24 heures, donc ce sont des précisions. Sinon, ce matin déjà, à partir de 10 heures, le dépistage est gratuit. Et c'est sur l'esplanade de l'Amazone. Voilà la première information. La deuxième information, aujourd'hui 17, mais demain c'est le 18. Oui. Le 18 octobre 2007, il est parti. On l'appelle Lucky Dube. Oh oui. Oui, il est parti, le fameux, le reggaeman. Il est parti pas de lui-même. Vous tiré sa révérence. Oui, mais on l'a assassiné. On voulait lui prendre son véhicule et ça a dégénéré et il a été tué. Alors, demain, 18 octobre, il y a l'Institut français du Bénin, de Parakou, qui lui rend hommage. Il y aura un spectacle. Et le spectacle aura lieu à 20h30. Mais avant que le spectacle ne commence, ce sera une journée portes ouvertes. Journée portes ouvertes à l'Institut français du Bénin à Parakou. Du matin jusqu'au soir, l'Institut va montrer tout ce qu'il y a comme installation, tout ce qu'il y a comme activité de l'Institut. Il y aura même à partir de 15 heures la déambulation de marionnettes. Des marionnettes qui vont faire le tour à travers l'Institut. Et il y a des marionnettistes qui avaient connu des formations. Il y a de jeunes marionnettistes qui vont faire des démonstrations. Comment on fait mouvoir des marionnettes, comment on peut les chanter pour les faire danser, etc. Donc l'Institut français de Parakou. Avis à tous ceux qui sont à Parakou. Oui, avis à tous ceux qui sont à Parakou et ceux qui sont à Cotonou qui veulent bien aller voir comment... Ce qui se passe à Parakou. Oui, ça se passe et puis aller suivre un spectacle sur... Lucky Dube, c'est assez intéressant. Ça promet. Voilà, les deux informations, événements à la une. Très important. Oui. Troisième information, nous avons commencé depuis le 16 octobre 2025, depuis hier, donc, le premier salon de l'automobile au Bénin qui va permettre de montrer tout ce qu'il y a comme nouvelles marques ou comme anciennes marques, mais des marques renouvelées. Et les concessionnaires du Bénin qui sont installés au Bénin se présentent pour montrer les véhicules de toutes les gammes. Et quand on parle de véhicules de toutes les gammes, il y a de moins cher au plus cher. Mais des véhicules maison. Cela signifie que ce ne sont pas des véhicules, comme on le dit, venus d'eux. Je ne vais pas appeler un nom de pays. On a compris. Donc, ce ne sont pas des véhicules de deuxième, troisième, quatrième main. Parfois sixième. Ou sixième, oui. Ce sont des véhicules neufs. De première main. Oui, de première main. Et pour ces véhicules neufs, il faut de la carburation neuve. Absolument. Il faut quelque chose qui puisse leur permettre de rouler correctement. Donc, pour ce premier salon de l'automobile, la personne la plus indiquée ou la personne morale la plus indiquée, c'est Énergie. Enfin, c'est Puma Énergie. Oui, parce que je cherchais le mot qui puisse correspondre à Puma. Il y a Jaguar. Est-ce qu'on doit dire Panthère? Panthère, oui. Parce que Puma, c'est un félin. C'est l'un des félins les plus... Pas le plus rapide. Le plus rapide, c'est le guépard. Oui. Mais le plus puissant en matière de prestance, oui. Le plus admirable, parce que le Puma a une allure admirable. Puma Énergie, allure admirable. Bonjour. Bonjour monsieur, comment vous allez? Très bien. Rodney Baguidi. Alors, Rodney, Puma Énergie, s'il faut parler de Puma, oui, il y a déjà le félin, il y a l'énergie. Qu'est-ce que c'est Puma Énergie, de manière générale, et Puma Énergie au Bénin? Ok, de manière générale, Puma Énergie, c'est un groupe international qui est spécialisé dans tout ce qui est hydrocarbures. Oui. Et au Bénin, nous sommes dans certains segments d'activité
Et vous nous retrouvez vraiment partout. D'abord, nous avons un très grand terminal au port autonome de Cotonou pour le stockage de tout ce qui est hydrocarbures. Et nous avons également un terminal au niveau de l'aviation où nous détenons quand même une part substantielle de part de marché pour avitailler tout ce qui est aéronef qui atterrit à l'aéroport de Cotonou. Et nous sommes également dans le bitume. Donc tout ce qui est bitume au Bénin, nous sommes spécialisés dans le bitume. Je dirais même que nous sommes les seuls à vendre du bitume au Bénin. Et enfin, dans le dernier segment aujourd'hui qui accompagne le salon de l'automobile, ce sont les lubrifiants. Oui. Donc les lubrifiants de toutes les gammes, aussi bien dans ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire les grandes quantités aux entreprises, aux usines, et dans tout ce qui est aussi ce qu'on appelle le retail. Donc tout ce qui est nécessaire même pour le taxi-moto, pour acheter 1 litre de sa vidange, pour nos véhicules particuliers. Donc nous sommes présents également dans ces segments. Donc voilà un peu présenté Puma Énergie au Bénin et ce dans quoi nous opérons. Puma Énergie, donc c'est du sol au ciel. Exactement. De la terre au ciel. Exactement. La terre bitume, oui. Donc les routes. Exactement. Et puis jusqu'au ciel, jusqu'aux avions. Jusqu'au jet A1. Oui. C'est magnifique. Oui. Alors Puma Énergie a une partition à jouer pour le salon de l'automobile. Oui. Vous êtes là, vous êtes installé. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire de manière pratique, de manière directe? Qu'est-ce qu'on va attendre de Puma Énergie durant les 3 jours du salon? Les 4 jours, ouais, c'est du 16 au 19. Oui. Donc déjà, Puma Énergie au salon de l'automobile, nous avons un stand assez achalandé, avec du personnel averti pour vous conseiller et surtout vous édifier sur tout ce qui est lubrifiant. Vous savez qu'au-delà de tout ce qui est carburant, l'un des principes fondamentaux, c'est d'avoir une bonne lubrication au niveau de votre moteur. Oui. Et donc, là, nous avons un stand où il y a tous les lubrifiants et on vous dira quand votre véhicule est de tel âge, voilà le lubrifiant qui est recommandé. Dites-moi, lubrifiant, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment le mot, voilà, parce que certains vont penser à lubrifiant, à un autre lubrifiant. Ok, bien sûr. Donc, lubrifiant de façon terre à terre au Bénin, c'est ce qu'on appelle huile à moteur. D'accord. Donc, pour la vidange du moteur. C'est clair. Mais également pour la vidange de tout ce qui est boîte de vitesse. Huile à frein. Et huile à frein, même le liquide refroidisseur pour votre radiateur. Donc, nous, au salon de l'automobile, on a une gamme variée de tout ce qui est lubrifiant. On va vous conseiller, on vous dira, OK, quand votre véhicule a tel âge, voilà le lubrifiant qui est recommandé. Quand votre véhicule sort de chez le concessionnaire, voilà le lubrifiant qui est recommandé. Voilà les bonnes pratiques pour pouvoir vérifier que votre vidange est due et à refaire. Et voilà également tout ce qui est bonne utilisation de notre lubrifiant. On va vous parler de nous, où vous pouvez nous trouver, qui sont nos distributeurs, qui sont nos représentants. D'accord. Donc voilà. Et il y aura des démos, des démonstrations? Il y aura la démonstration sera essentiellement de vous montrer les lubrifiants et de vous montrer la texture de nos lubrifiants et comment vous pouvez reconnaître un très bon lubrifiant de tout ce que nous avons sur le marché. Alors, le rendez-vous est donc pris, n'est-ce pas? Oui, bon lubrifiant, mais qualité, donc c'est la qualité. Et le prix, parce que le Béninois regarde aussi le prix, pour ne pas les pousser vers... je ne vais pas appeler les paillots. Oui, exactement. Donc déjà, nous, Puma, nous sommes une entreprise responsable et nous sommes très à l'écoute de notre public et de nos consommateurs. Donc nous savons qu'au Bénin, nous sommes très sensibles au prix. Oui. Et donc, notre offre de produits va avec le prix qui va avec le prix. Donc, nous avons un prix pour, comme je le disais tout à l'heure, le taxi-moto. Je ne parle pas de personnes défavorisées, pas du tout. Mais le taxi-moto qui essaie d'optimiser ses coûts pourrait également avoir nos produits à très bon coût. Donc, les prix sont révisés, les prix sont étudiés et sont en adéquation avec la qualité que nous offrons. D'accord. Taxi-moto, vélo-moto, tous les pirogues, même les bateaux, tout le monde y trouve pour son compte. Il faut que enfin, avant de vous libérer, la pollution. Oui. Parce qu'on parle de lubrifiant, on parle de carburant. Oui. La pollution, est-ce que vous arrivez à avoir du carburant, du lubrifiant qui lutte contre la pollution? Oui. Pour que le COD, enfin, vous comprenez. Oui. Donc déjà, je vais partir, vous savez, c'est pas là où on est tombé qu'on regarde, c'est plutôt là où on a trébuché. Oui. Et pour éviter ça, le gouvernement au Bénin a mis des normes respectées en termes de qualité de carburant qui est importé en République du Bénin. Oui. Donc déjà, il y a ce premier
point de contrôle. Oui. Ensuite, nous sommes une entreprise très responsable et donc nous mettons un point d'honneur sur tout ce qui est qualité, que ce soit même pour les produits qui ne sont pas régulés comme le bitume, les lubrifiants. Nous mettons un point d'honneur à la qualité de ces produits pour nous assurer que l'environnement et tout ce qui est écologique est respecté en République du Bénin. Donc, aucun doute, aucun compromis n'est fait sur la qualité de ce qui est importé par Puma Énergie au Bénin. D'accord. Aucun doute, oui. Et ça c'est bien. Parce que ça permet de dire que Puma Énergie est là pour toutes les bourses, d'accord, du moins riche au plus riche. Oui. Le moins riche, c'est ceux qu'on appelle les pauvres. Aujourd'hui, on est à la journée internationale de la pauvreté, de la lutte contre la pauvreté. Oui. Ou bien c'est la journée des pauvres. Non, certainement pas. Oui. La lutte contre la pauvreté, de l'élimination de tout ce qu'il y a comme misère. Et donc, on est le 17 octobre qui est cette journée. Et cette journée, nous recevons quelqu'un qui a une ONG qui lutte contre la pauvreté. Et dites-nous, comment on peut lutter contre la pauvreté? Bonjour, oui. Monsieur Ali. Bonjour, Monsieur Ali Khonou, André Ali Khonou. Je suis passé par l'entrée directe pour aller vers André. Merci. Ça arrive bien. Très bien, d'ailleurs. Bonjour Patrick, bonjour Jennifer, bonjour Cher. Alors, déjà, il faut savoir que lutter contre la pauvreté, déjà, qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Comme on l'a dit, c'est juste un état dans lequel un individu se trouve où il est incapable de subvenir à ses besoins fondamentaux. Oui. Donc, oui, il y a la pauvreté individuelle, pour ne pas dire pauvreté au niveau d'une personne, mais il y a aussi la pauvreté, on peut dire, communautaire. D'accord. Donc, on parle d'état, ça peut être de façon monétaire, financière ou matérielle, mais aussi ça peut être non monétaire. C'est-à-dire la pauvreté peut se trouver aussi dans ta tête. N'est-ce pas? Oui. Donc, mental. Mais aussi, si tu n'as pas assez à ce qu'il faut pour sortir de la pauvreté, là on va aller peut-être à un niveau un peu plus haut. Tu n'as pas assez à l'éducation, tu n'as pas assez aux infrastructures sanitaires pour pouvoir te soigner, tu n'as pas assez à ça peut aussi contribuer à ta pauvreté. Est-ce que les 5 besoins fondamentaux ne sont pas remplis? Oui. Se nourrir, se loger, s'habiller, se soigner et s'instruire. Oui. D'accord. Donc ça, mais vous avez une ONG, c'est le CIADI. Le CIADI, bien sûr. Qui est le CIADI, qui est le Cercle international d'action pour le développement intégré. Oui. Alors, de quoi il s'agit tout simplement? Comme vous le savez, je suis psychologue à la base. Oui. Et donc, j'aime bien que tout ce qu'on fait, qu'on mette dessus un aspect psycho-personnel, pour ne pas dire psychologique. Donc, il s'agit là d'accompagner des individus, particulièrement des filles, les plus jeunes, donc on prend en compte tout le monde, mais de les accompagner sur le plan éducatif. Donc, déjà favoriser à ceux qui sont dans le système éducatif, c'est un travail complémentaire qu'on fait, favoriser à ceux qui sont dans le système éducatif de continuer à s'éduquer, parce que si vous n'êtes pas éduqué, ça fait partie de votre style, pour ne pas dire ça contribue à votre pauvreté. Donc, il faut éduquer les enfants. Il y a l'éducation formelle, il y a l'éducation informelle. Et donc, les enfants qui n'ont pas la chance d'être, nous sommes au Bénin, il faut le reconnaître, il y a plein d'enfants hors du système scolaire. Il y en a qui étaient dedans, qui sont sortis par déscolarisés par la défaut. Il y a dit pas défaut ou faute de moyens, donc pauvreté. Oui. Maintenant, ceux-là, ils sont où? Comment on les récupère? Jusqu'à date, le système formel éducatif béninois n'a pas j'ai envie de dire, de stratégie de récupération de ces enfants. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'éducation alternative qui permet de récupérer un peu ces enfants-là. Donc, nous essayons d'être sur les deux fronts pour maintenir les enfants dans le système, mais aussi voir avec ceux qui sont hors comment est-ce qu'ils peuvent peut-être regagner le système selon l'âge ou se réaliser aussi, être éduqués. Mais si vous éduquez un enfant, il faut le protéger. Oui. Ou si vous éduquez une personne, il faut protéger la personne. Oui. Donc la protection, c'est assurer la sécurité à la personne pour l'amener à être autonome. Donc lui apprendre les b.a.-ba, comment l'éduquer, comment vivre en communauté. Vous protégez
vous avez éduqué, vous avez protégé, il faut porter. On parle ici de personnes qui n'ont pas la capacité de s'auto-suffire, de s'auto-réaliser. Donc, il faut les parrainer. Le parrainage ici, c'est, vous savez, nous tous, selon notre moyen, on peut arriver à donner quelque chose à quelqu'un à côté. Donc, comment est-ce que je porte un enfant de la 6e en 3e selon mes capacités? C'est pas donner des millions à la fin. Ne serait-ce que nous disons un minimum de 15 000 francs par mois pour un enfant. Excusez-moi, mais je crois que sur le plateau ici, on est capable de porter un enfant 15 000 francs par mois pour l'enfant. On peut encore s'associer à 2 pour donner les 15 000. Là, on est sûr que l'enfant là, on lui donne au moins, parce qu'on lui a acheté des fournitures, on a inscrit, mais il va à l'école, il revient, il n'a pas de quoi manger. Et j'en connais des enfants qui mangent une fois chaque 2 jours. Ah oui. Chaque 2 jours. Excusez-moi, mais même à Cotonou, il y a une dame qui disait un jour, pas très longtemps, je n'ai pas envie de situer, mais ça fait 3 jours, le dernier repas qu'ils ont eu, c'était de l'eau salée. Il fallait que ces 2 filles, quand elles sont revenues de l'école, aillent sur les tas d'ordures chercher les charbons que les gens ont fini d'utiliser, ont jeté, que les enfants sont partis chercher. Et c'est avec ça qu'ils ont fait le feu. On a mis l'eau au feu. Il y a un peu de sel à la maison, on a mis dedans. Mais ces enfants, quand vous les voyez, parce qu'il ne faut pas penser que quelqu'un qui est sale est pauvre. Mais quand vous voyez ces enfants, ils sont bien habillés. Bon, ce n'est pas des habits neufs, mais propres. Propres, pas déchirés. Donc, il faut parrainer. Maintenant, quand vous parrainez, nous sommes dans un environnement. Il faut apprendre à respecter l'environnement. Donc voilà un peu les fronts sur lesquels le CIADI essaie d'intervenir. Mais tout ça, de façon transversale, c'est José Kizebo qui dit, on ne développe pas, on se développe. J'ai beau acheter les fournitures, j'ai beau faire ci, j'ai beau donner à manger et tout ça, si l'individu même ne sait pas pourquoi on lui fait ça, ça va être difficile. C'est là qu'on fait un travail de motivation et d'accompagnement psychologique pour dire à chacun, quel que soit ton état là où tu es, tu peux t'en sortir. Donc c'est juste remplir, comment on dit, l'ODD 1, Objectif de développement 1, qui est pas de pauvreté dans le monde. Et puis, bon, le 3e pilier de notre politique Bénin révélé 2060, et le 3e pilier qui lutte aussi contre la vulnérabilité et la pauvreté au Bénin. Oui, ça donne quelques frissons. Est-ce que vous avez un appel spécial pour que tout le monde puisse se sentir impliqué, interpellé? Parce que, comme certains s'amusent à le dire, à des moments donnés, on entre dans de grands supermarchés, je ne vais pas appeler de nom, et on achète de grandes choses. Pendant ce temps, à côté, il y a les mêmes choses qui ne sont pas périmées ou ce n'est pas de moindre qualité, mais parce que c'est vendu par une petite dame, on est capable de descendre le prix jusqu'au rabais, parce que c'est une petite dame. Oui. Et donc tout le monde doit être interpellé. Comment aider le voisin? Comment aider celui que nous avons en face comme prochain? Un message. Vous savez, cette question, c'est une fille qui l'a posée un jour. Elle dit, pourquoi il y a des pauvres dans le monde? C'est pour l'équilibre du monde. Ok, je lui dis, Jennifer a dit, c'est pour l'équilibre du monde. C'est ce que je me dis parfois. Elle dit, pourquoi il y a des pauvres? Parce que, elle dit, il y a des milliardaires. Une seule personne, il a des millions de milliards dans son compte. On dit qu'il est milliardaire. Et il y en a plein comme ça. Et en même temps, il y a des millions de personnes qui manquent de quoi manger chaque jour. Et puis elle dit, pourquoi il y a des pauvres? Si seulement chacun donnait à celui qui est à côté. J'ai un ami, un grand frère, qui l'année passée a fait quelque chose de très extraordinaire. Cette année, je n'ai pas eu vent. Lui seul a initié à la rentrée en septembre de faire une rencontre pique-nique dans sa famille. Il a invité tous ses filleuls, tous ses neveux, et puis les parents se sont joints. Et par rapport à ça, il a trouvé le moyen d'offrir 54 kits scolaires aux enfants. Wow. Peut-être pas des kits complets, mais il a donné quelque chose à chaque enfant scolarisé qui a eu un bon résultat dans sa famille. Je pense que dans chaque famille au Bénin, il peut y avoir des mécènes comme ça. On n'a pas besoin d'être millionnaire, je le connais, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup débrouillé. Lui-même, il dit, je suis un barman, je soulève des casiers. Mais il y a au moins quelqu'un comme ça dans chaque famille. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour donner. Et malheureusement, quand vous allez vers des gens pour dire votre action, j'en connais qui disent je donne dans l'éducation au Bénin, je donne pour lutter contre la pauvreté.
que j'ai approché, j'ai dit, votre action n'est pas très orientée, n'est pas bien orientée. Et il ne suffit pas de donner pour donner. Il ne faut pas donner non plus pour montrer aux gens, moi je donne. Excusez-moi, ça devient un peu politique. Mais il faut donner pour aider les gens à sortir de là. Je ne vais pas parrainer un enfant pendant 10 ans, pendant 20 ans. C'est au minimum 6 ans. Quand je fais que les parents, l'enfant prend le dessus, améliore ses résultats scolaires, améliore son apprentissage, finit en 3 ans avec un certificat de qualification au métier, et tout ça, il va pouvoir s'installer et commencer quelque chose. J'ai aidé une personne, j'ai aidé une nation, j'ai aidé une famille. Donc, il faut pouvoir s'orienter, savoir donner. Mais malheureusement, certains, pour répondre à votre question, ont envie de donner par intérêt. Je donne parce que j'ai envie que la communauté reconnaisse que c'est moi qui donne fourniture à 10 enfants, à 1000 enfants. Malheureusement, ce n'est pas des choses qu'on donne qui peuvent aider l'enfant réellement. Donc, il faut pouvoir aider, voir dans quelle mesure. Et la générosité au Bénin par rapport à ce qu'on pourrait croire, je peine encore. Bon, comme on le dit, il y a encore fortement le qui tu connais, qui t'introduit dans tel ou tel secret. On est encore fortement dans ça. Je comprends qu'il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de déceptions, beaucoup de si, mais il faut reconnaître que notre pays est encore à une étape de pauvreté assez forte. Bon, alors donc le message est clair, aidons-nous, aidez ceux qui sont proches de vous, aidez ceux qui, même s'ils ne sont pas proches de vous, ceux qui sont autour de vous, proches physiquement, proches de manière parentale, de manière génétique, mais proches autour de vous. Quand vous voyez qu'il y a de la misère, de la détresse, allez à la rencontre de ces personnes, aidez, et Dieu vous aidera. Et merci à vous, M. Alironou, pour ce que vous faites déjà. Comme le Puma la puissance, sortir leur RSE pour vraiment aider. On aura compris. Merci infiniment. Plein succès justement à Siadi, pardon. Et on est à la fin de l'événement à la une. On va passer d'une note un peu de tristesse à un peu de détente. On va faire du sport sur le plateau avec Heureuse Danondé qui va monter le temps de raccompagner vos invités. Elle sera avec Ghislaine Adimi et on vous garde avec nos pattes. Heureuse Danondé qui nous parle sport, mais qui n'est pas habillée en tenue de sport. Je me demande comment elle veut se débrouiller. En tout cas, l'habit ne fait pas le moine. Ça, c'est de la pagaille. Le sportif est là et l'habit permettra de le reconnaître. Je vous avertis, j'allais me mettre dans la tenue. Quand même. C'est de la gym, on veut faire. C'est une ramballeuse. C'est de la gym, on veut faire. On a compris. Il fallait nous dire, on montre les choses. Le coach fera tout pour vous. N'est-ce pas? Pour vous. En tout cas, Heureuse, on parle rhumatisme et sport. Bien sûr, nous parlons de rhumatisme aujourd'hui. Pour terminer, c'est la boucle série qui vient fermer la boucle. Oui. Et on va le faire en sport, en activité physique. Et tout de suite, j'invite les téléspectateurs à suivre ce reportage réalisé avec la Société béninoise de rhumatologie et des patients rhumatistes. Marcher, bouger, respirer, autant de gestes simples, mais essentiels pour ces personnes souffrant de douleurs articulaires. Longtemps considérées comme des maladies de la vieillesse, les affections rhumatismales touchent pourtant des personnes de tout âge. Vous ne ressentez pas de douleur actuellement? Et ça, c'est grâce à la marche ou quoi? Oui, c'est grâce à la marche, oui. Est-ce que vous marchiez avant à cause de la douleur? Est-ce que vous marchez? Non, je ne marche pas. Non. Vous n'osez pas? Non. Pour faire le mouvement plus intense, non. Et alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui vous arrivez à faire tout ça? Parce que comme on est dans l'ambiance. Et bon, la douleur est là, mais je crois qu'avec ces mouvements-là, ce sport-là, on va se sentir mieux. Et la raideur va partir. Je crois que ça nous fera du bien, ça me fera du bien. Je me sens un peu bien, j'ai bien dormi la nuit. On le fera et puis on continuera à faire les mouvements à la maison. Rhumatologues et patients
ont quitté les cabinets de consultation pour partager une séance d'activité physique. Objectif, montrer que l'exercice adapté soulage les douleurs et redonne confiance en son corps. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu ne peux pas marcher, parce que l'activité physique est aussi un remède au traitement qui s'associe au traitement qu'on leur donne à l'hôpital. Ça a été possible pour eux parce qu'ils se sont vus en groupe, ils se sont soutenus psychologiquement. Et puis c'est ces événements que nous, on a le devoir d'organiser pour eux. Je suis très content, très heureux parce que je ne m'attendais pas à ça. Je croyais que c'était des gens qui ne pouvaient pas supporter même la marche et supporter les mouvements. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est de continuer à pratiquer l'activité sportive. Au-delà des médicaments, le mouvement s'impose peu à peu comme un véritable remède. Parce que bouger, c'est préserver ses articulations, mais aussi retrouver le goût de vivre sans douleur. Un pas contre la douleur, un pas vers l'avenir. Voilà, un pas contre la douleur, un pas vers l'avenir. Alors, mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau notre spécialiste maison, Monsieur Agbo. Oui, merci d'être là, Élisée Agbo. Oui. Vous êtes professeur certifié de sport, coach sportif. Et on aura, si déjà certainement les téléspectateurs l'ont vu, tout est déjà dressé pour le recevoir pour des séances de sport ce matin. Alors, mais une question déjà. Très souvent, lorsqu'on est en douleur, lorsqu'on souffre de ce type de mots-là, on dit qu'il vaut mieux se reposer pour éviter de se faire encore plus mal. Mais quand on vous entend, vous les sportifs, vous dites qu'il vaut plutôt bouger pour éviter la douleur. Comment cela peut s'expliquer? Pourquoi? Pourquoi bouger? Oui. C'est la question. D'abord, quelqu'un qui bouge active sa circulation sanguine. D'accord. Le corps, tout ce qui se passe, que ce soit les hormones, que ce soit comment dire, les nutriments dont le corps a besoin, c'est par le drainage, par la circulation qu'on arrive à drainer ces nutriments. Okay. Donc, bouger, d'abord, permet le drainage. Et qu'est-ce que c'est de bouger? Bouger, par exemple, maintenant, vous allez voir que quelqu'un qui bouge va essayer de purifier son corps. Je suis en train de faire allusion aux reins. Quand on parle de rhumatisme, souvent les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est lié aux reins. Ouais. Le rein, c'est un organe épurateur, purificateur. Si ça ne purifie pas correctement le sang, ça ne purifie pas correctement, vous allez constater que les déchets non purifiés se localisent dans les articulations. Donc, il vaut mieux pour quelqu'un qui veut se sentir bien au niveau de ses articulations que ces dernières bougent pour permettre une bonne circulation sanguine et par une bonne circulation sanguine, arriver à drainer les déchets et à purifier, à permettre aux reins de jouer pleinement son rôle. Et je vois déjà l'image de ceux-là qu'on appelle les obèses. On dit souvent la sédentarité facilite l'obésité parce qu'il n'y a pas eu de drainage, donc tout se concentre dans le corps. Au niveau des graisses, il n'y a pas une vascularisation. Le sang ne circule pas à travers la graisse, mais circule plutôt à travers le muscle. D'accord. Ben, franchement, alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps, concrètement, quand on bouge? Pourquoi la douleur diminue? Parce que les mamans, nous-mêmes, on était étonnés de voir que la mémé que nous sommes en train de voir là a pu faire tout le parcours. Et elle a bien précisé, j'ai dormi hier mieux qu'avant-hier. Exactement. Quand on finit le sport ou bien quand on commence le sport, vous allez commencer par vous sentir bien. Des fois, on commence par sourire. D'accord. Surtout quand on fait la danse, vous sentez quelqu'un qui fait des mouvements, il commence par sourire, on est heureux. Et quand on finit en même temps, il y a une forte sécrétion d'endorphines et de dopamine qui sont des hormones de plaisir, de bien-être. Pour dormir, par exemple, on a besoin de l'endorphine, comme son nom l'indique, endorphine, dopamine qui est l'hormone de bien-être. Vous sécrétez ça. Alors que vous sentiez
la douleur. Oui. Voilà que maintenant, vous sécrétez des hormones pour le plaisir. Satisfaction, bien sûr. D'accord. Donc, ce qui fait que vous pouvez bouger. Le cerveau a une information de bien-être qui fait oublier la douleur. Exactement. Alors, je voudrais qu'on passe en même temps à l'acte, qu'on vous voit. Qu'on fasse quoi? Bon, ok. Non, mais mesdames et messieurs, franchement. Allez-y, Bizarrement, Ghislaine fait la plus sérieuse du jour. Mais non, moi, je voulais juste dire, tout à l'heure, je me plaignais du fait qu'elle n'était pas en tenue de sport, mais j'ai vu qu'il y a des dames qui étaient... Oui, mais la mémé, elle était dans son combat, dans sa robe. La religion était dans sa robe, donc bien on peut tous faire le mouvement, quelle que soit la tenue. Alors, coach, avant de passer à l'acte, avant de passer, les rhumatismes, c'est l'articulation. Ouais. Oui, mais certains, chez nous, on parle plutôt des os. Ce sont les os qui... Les douleurs. Quand on parle de... L'os mange. C'est l'articulation. Oui. Mais quand, par exemple, vous mettez des déchets au niveau des articulations, il y a une inflammation. Oui. Raison pour laquelle on a constaté que même les parties... du cartilage, du ménisque... Tout se gonfle. Ça se gonfle. Il y a une inflammation. Ça fait que au lieu de bouger, il y a peut-être une plaie là. Inflammation, une plaie. La chaleur. Oui. Donc, ça vous empêche de vous sentir bien, de bouger normalement. D'accord. Ici, c'est une question de temps. Je vous invite pour qu'on évite de nous couper. Bon, d'abord, avant l'exercice, parce que je n'aurais pas trop parlé, il faut savoir que même pour l'exercice, il y a des exercices adaptés. On ne fait pas tous les exercices. Ah oui, c'est important de le dire, parce que ceux qui en souffrent peut-être vont se dire c'est parti, je me lance dans le sport. Non. Ils vont enregistrer cette émission, ils vont commencer à faire exactement ça. Jamais. Il y a un problème. Donc, il faut savoir prendre les garde-fous pour pouvoir éviter que ça s'aggrave. Donc, du coup, c'est des exercices d'abord simples. D'accord. Vous allez voir que si vous musclez les muscles constituent des charpentes osseuses. Quand on met deux articulations là, s'il y a une bonne, soudure au niveau de l'articulation, d'abord c'est les muscles, les tendons, tout ça là. Si vous arrivez à muscler les muscles qui s'insèrent au niveau des articulations pour constituer de charpentes, vous allez pouvoir, un temps soit peu, bouger sans que l'articulation même qui est déjà inflammée ne soit pas... de douleur. Donc là, maintenant, il faut faire des activités, des mouvements qui vont vous muscler. Exactement. Qui vont agir sur les os. Là, par exemple, on se situe au niveau du genou. Il faut muscler le quadriceps, les ischios et les jumeaux. Pour permettre au genou de bien... soulager le genou. Exactement. Voilà, pour soulager le genou. Je peux être assis, je peux même montrer ça assis avant d'aller de l'autre côté. Oui, le réalisateur vous suit. Allez-y sur le... Voilà, oui. C'est mon quadriceps. Oui. Je peux juste faire une contraction au niveau de mon quadriceps et je relâche. Ok. On le tend, on tend le pied, on essaie de serrer ça un peu. On contracte le muscle et on relâche. Mais je suppose que la personne avait déjà fait des échauffements. La danse. D'accord, donc il faut commencer par ça. Oui. On s'échauffe bien, on fait la danse, on bouge un peu le corps sans sauter. Sans sauter. Quelqu'un qui a ce problème ne doit plus sauter. Juste des mouvements simples. D'accord. Genou vers la poitrine, des trucs comme ça. Mais après l'échauffement bien fait, on contracte le muscle et on relâche. Si c'est au niveau des articulations, au niveau du bras, donc il faut contracter le biceps. Parfait. Mais ma leçon de biologie est restée. Et on relâche. D'accord. On contracte et on relâche. Et le triceps brachial aussi, là. D'accord. On contracte et on relâche. Là. D'accord. Simplement. Mais ce n'est pas évident. Souvent, pour la plupart des gens, c'est souvent au genou ou bien au niveau du dos. D'accord. Alors, on passe à l'action. Héros est pressé de voir le monsieur. Oui, mais je connais Karama Tagbataou. Elle va me rappeler alors tout de suite. Là, je suis là. D'accord. C'est le même moment. D'accord. Regardez, je suis là, je contracte. Je peux mettre
un paille là, ou bien je peux mettre un autre tapis. D'accord. Et je contracte. Là, je suis en train d'utiliser. Il est posé, hein, la jambe. Oui, oui. Je suis en train d'utiliser ma jambe gauche. D'accord. Donc, je contracte et je relâche. D'accord. Faites votre mouvement, on vous suit. Je relâche. Contracter. On relâche. Et là, je fais ça. Ça, c'est pour quelqu'un qui a mal au genou. Oui. Je contracte le déchirure. Ok. Merci beaucoup, Bernard Djogbe. D'autres mouvements, on peut appliquer. Ok. Là. Le reste là, je contracte et je relâche là. Waouh. Ok. Simplement. Ok. Je contracte et je relâche. Ok. Ou simplement je suis là. Regarde là. Oui. Je contracte et je relâche. Ok. Ok. D'accord. Oui. Oui. Maintenant, je dis, il faut muscler ici. Je fais ça. Là. D'accord. D'accord. Ben, je connais tout ça. Hein. Vous m'aurez averti que je viendrai habiller en connaissance de cause. Mais au moins, on a pu voir les images, même si on ne l'a pas très bien entendu, mais on a pu voir comment ça doit se passer. Heureusement qu'on est en direct et que Ghislaine a promis refaire tous ces exercices-là. Bien sûr. Elle passe à l'action? Non, la prochaine fois. De peur de passer à l'acte. Moi, je préfère être bien habillé comme le coach porter une bonne tenue de sport. Là, on voit mieux les mouvements parce que avec la jupe de grand-mère que j'ai portée, c'est pas évident que coach, vous voyez ce que vous venez de faire très rapidement, ça paraît banal, mais à coup sûr, ça va aider les dames. Oui, à tous ceux-là, voilà, pas seulement les dames, tous ceux-là à soulager. Mais il y a aussi autre chose. On avait parlé de la graisse corporelle. Oui. Il faut forcément que la personne la prenne en compte l'aspect diététique, l'alimentation, le rééquilibrage alimentaire pour pouvoir diminuer le taux de graisse. Pour les obèses, bien sûr. Exactement. Pour diminuer le taux de graisse. Parce que la personne est déjà obèse, le poids sur les genoux, ça ne va pas l'arranger. Même avec l'exercice. Donc, comme vous le dites, même cet exercice, il faut tenir compte de sa morphologie. Donc, c'est un ensemble. Ça ne va pas se faire. D'accord. Faire tout possible, bien s'alimenter pour pouvoir réduire le taux de graisse, de calories qui est dans le corps. Mais est-ce que vous avez des conseils en la matière? Oui, diminuer le taux de glucides. Et dans les glucides, quels sont les aliments qu'on retrouve? Maïs. À moins de pâtes de maïs. Oui, réduire la quantité. Si peut-être on prenait un bol. Oui, moitié. Moitié bol. D'accord. Ainsi de suite. Augmenter le taux de légumes. D'accord. Et avant chaque repas... Légumes, quels légumes? Les légumes feuilles, les légumes fruits, les carottes, concombres, les chayots? Surtout les concombres. Ah, d'accord. Concombres, carottes, tout, chayots, tout. D'accord. Quelqu'un qui est obèse, par exemple, et ne prend pas de légumes dans une journée, se rend malade. Le taux de légumes doit être en quantité suffisante. Donc, beaucoup plus de sauce, moins de pâtes. Exactement. D'accord. Mais quand on dit sauce, attention, ce n'est pas forcément légumes. On peut prendre une tomate et diluer. Alors que je pouvais, moi, seul prendre la quantité de tomates là. Alors qu'on peut diluer, puis nous, 5, d'accord. Il y a également la concentration qui... Exactement. Et on parle de pauvreté. Tu vois, tu vas un peu là où ça va, là. Mais bon, c'est pas une raison. En tout cas, merci. Merci compte de votre santé, en fait. Merci pour toutes ces infos très, très, très utiles. Je pense qu'on a fait le tour. Tout le monde a... Oui, parce que ça me rappelle... On est 5 ici, famille de 5 personnes. Oui. Là où le professeur dit qu'il faut 5 tomates pour moi seul. Oui. C'est 5 tomates pour 5 personnes. Et pour chez moi, on dit souvent... Pour 3 repas. On dit souvent, elle forme ici. Tu te réveilles le matin, tu veux chauffer le reste de sauce. C'est comme ça chez nous en Afrique. Oui, on dit... Ça va écrire. Tu as ajouté l'eau là-bas. Heureuse dit, pensons à la santé. C'est ça, n'est-ce pas? Finalement, la santé a un coût. Absolument. Mais merci beaucoup, coach, pour toutes ces... Mais très rapidement, Jennifer, est-ce qu'il y a une périodicité? De grands signes, oui. Est-ce qu'il y a une périodicité pour ce que vous venez de démontrer là? Combien de fois on peut faire ça dans une journée ou dans une semaine? Le renforcement musculaire active les muscles. Des fois, ça comment on dit?
ça brise les D'accord, cellules. oui. Donc c'est un peu comme une plaie que vous avez fait aussi au niveau des muscles pour pouvoir que ça se régénère, ça se reconstitue. Il faut faire une séance, pause, une séance, c'est-à-dire respecter l'arrêt de 48 heures après l'exercice. Ok, 48 heures après chaque exercice. Oui. Vous avez pris tout le temps. Vous avez pris tout le temps. D'accord. Faire du yoga, la natation à tout moment. Merci coach, merci. C'était des informations très utiles. Et je pense qu'on a terminé en beauté notre série sur le rhumatisme. Merci, heureuse. On passe à présent à Bénin en mouvement. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Le Bénin bouge, le Bénin comme nos articulations. Et Ghislaine Adimi nous le fait savoir. Elle a encore quelque chose à nous faire découvrir. C'est dans Bénin en mouvement. Je fais comme le coach Promise. Notre Promise du plateau. Alors, on vient de parler sport. Et dans Bénin en mouvement, moi-même, je vais vous parler du sport. Ben dis donc. Le Bénin fait de plus en plus de sport. Aujourd'hui, dans Bénin en mouvement, je vous amène découvrir le golf. Oui. Déjà? Oui. Le Bénin a le vent en coupe en la matière. C'est un sport que la plupart d'entre nous considérons comme un sport de pacha. Bien sûr. Mais il faut le dire, c'est cela. Mais je ne sais pas si c'est à tort ou à raison. Mais je me suis rapproché d'un amateur. D'accord. Un des promoteurs du sport, bien sûr, au Bénin, ici. Il est dans ce sport-là depuis 11 ans. C'est quelqu'un que nous connaissons très bien. Au Bénin, là? D'accord. J'ai hâte de découvrir qui c'est. Il va nous expliquer si c'est vraiment un sport de pacha ou pas et on reviendra au piné. D'accord. Le golf au Bénin avait été l'apanage d'un groupe d'amis. Ils ont commencé au début des années 90 à jouer au niveau du PLM à Lido. Et après, ils ont migré progressivement vers le l'Est Bénin Marina Hotel, qui est aujourd'hui le Sofitel. Alors, une fois au niveau de l'Est Bénin Marina Hotel, ils ont jugé utile de se formaliser. Donc à ce moment-là, ils ont fait une assemblée générale. C'était un groupe aussi bien d'expatriés que de Béninois. Et ils ont fait formaliser l'association qui a été publiée au journal officiel le 5 octobre 2000. Donc il y a 25 ans que sur papier, le Cotonou Golf Club existe. Mais il faut dire que c'est des amis qui jouaient depuis 1990. Donc ça a été formalisé et c'est le seul club. Ouida Golf Club, c'est l'institution golfique qui va héberger, voyez, et gérer l'infrastructure, le joyau qui est en train d'être réalisé à Avlekété. Donc Ouida Golf Club est l'institution qui va gérer le parcours de golf de Avlekété. Et ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres clubs comme Cotonou Golf Club, comme l'académie que je viens de mettre en place pour former les enfants de nos écoles, pour pouvoir avoir une pépinière, le Nokwe Golf Club qui a son académie, l'académie du Nokwe Golf Club. Et donc il peut y avoir des clubs. Bon, quand vous venez, vous pouvez, là par exemple, je n'ai pas fait d'échauffement, donc c'est conseillé de faire quelques coups d'essai pour ne pas loser. Vous faites quelques coups d'essai. Et le coup au golf, on appelle ça le swing. Je pense que c'est le lieu de saluer le gouvernement et de dire un grand merci au chef de l'État. Parce que sans le golf, on ne peut pas booster le développement économique d'un pays. Alors, le golf, c'est un sport qui a un impact économique puissant. C'est un sport qui booste non seulement le tourisme, qui booste l'image d'un pays. C'est un sport, l'impact économique que ça a positivement sur un pays
excusez de peu, les autres sports n'ont pas ça. Parce que quand vous avez un bon parcours de golf, vous recevez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous recevez tous les gros investisseurs. Parce que la plupart ils pratiquent du golf. Alors quand ceux-là viennent dans votre pays, c'est pour injecter de l'argent dans l'économie locale à travers l'hôtellerie. Et tenez-vous bien, ils logent souvent dans les hôtels les plus chers. Et donc, ils payent ces hôtels, ils payent la restauration, ils payent les petits services de driver, c'est-à-dire de chauffeur, et puis les boutiques, les centres commerciaux qu'il y a dans ces zones-là, tout ce qu'il y a comme objet, parce que quand un golfeur va dans un pays, il veut forcément revenir avec un petit souvenir. Je vous dis que tout le monde peut jouer au golf. Donc ça, c'est un sac complet de golf. Et il y a tout ce qui est dedans, là, l'arsenal, on appelle ça club. Il y a le driver, qui est le club le plus puissant. Il y a les bois. Bon, 3 compartiments parce que le driver et tout ça, c'est dans la catégorie des bois. Il y a les fers que nous avons là. Et puis, il y a celui-ci qui est le putter, qu'on utilise en dernier ressort lorsque la balle est déjà sur le green. Le rond où il y a le drapeau, c'est là on appelle le green. Et ça permet d'envoyer la balle, d'ajuster pour que ça rentre dans le trou. Donc, ça se joue individuellement ou en groupe, dans une ambiance calme et très très conviviale. Bah oui, vous avez tout le monde peut jouer au golf. Ah, ça là, ça m'a étonné. On n'a pas forcément besoin d'être pacha. Je doute. Mais je doute. Dans les images, vous n'avez pas essayé de jouer? Eh ben, c'est parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, hein, sinon... Alors, c'est un sport d'élite, n'est-ce pas, Ghislaine? C'est un sport d'élite. Tout le monde peut jouer là, j'en doute. On peut considérer ça comme un sport d'élite parce qu'on voit les personnes qui jouent le golf. Le golf, comme il l'a expliqué, c'est... Il faut aller à la rencontre du golf pour comprendre que le golf, c'est un sport à part entière. Ok. C'est un sport? Vous êtes sûr? C'est un vrai sport. Mais on se met dans un beau jardin. Oui, et on est bien habillés en plus. J'avoue que c'est... Oui, on est bien habillés. J'avoue que c'est l'impression que ça donne, mais un parcours de golf, c'est sur 42 hectares. Ah oui. Ah, putain. Wow. Ça fait 8 trous. Et, non, 18 trous. Tu vois, 18 trous pour... c'est du travail par exemple. Donc, vous allez tout faire pour faire les 18 trous. D'accord. Mais coach, est-ce que dans un tel sport, les articulations aussi sont en Exactement. Vous allez voir le train supérieur en mouvement. Et l'aspect bouger est plein dedans. Et le sac qui tient tout ce matériel est assez lourd. Vous devez le porter sur tout le parcours. Ah oui. Bon, on ne s'en rend pas compte forcément. Exactement. C'est soi-même ou bien ils ont des porteurs? Non, il n'y a pas de porteur. Et les petits véhicules qu'ils utilisent, c'est pas pour... Non, c'est pas pour ça. C'est pour t'amener sur le parcours. D'accord. Et quand tu finis, tu peux faire toute la main. C'est pour t'amener sur le parcours. Mais dès que tu commences le jeu, tout se fait à pied. Ah, wow. Mais en quoi ça, moi je suis curieuse, il a parlé d'économie. Pourquoi ça réunit, pourquoi ça intéresse autant d'investisseurs et autres? Un parcours de, vous avez vu, tout 42 hectares sur 42 hectares, un espace vert, où il a dit il faut du calme tout autour, il faut tout un calme. C'est un véritable moment de concentration. Parce que pour jouer la balle, il faut que tu sois forcément concentré pour ne pas rater. Précision. D'accord. Et voilà, pour ne pas rater d'abord ton lancer. D'accord. Les investisseurs se réunissent là où il y a le calme. Absolument. Pour mieux discuter des chiffres. Des chiffres, voilà. Et il faut un jardin bien calme, bien propre. C'est vrai. Tout en parlant, vous vous rencontrez peut-être après le parcours, vous avez l'occasion de discuter calmement, vous ne faites pas du bruit, vous vous entendez mieux. Vous avez... Et l'autre chose, c'est que c'est un sport de calcul, de précision. Oh, d'accord. Il faut calculer ton lancer, calculer le trou qui est devant toi, la distance à faire, comment faire pour que ta balle atteigne et ta cible et tout ça. Donc, il a besoin de concentration et de calcul.
Quand tu fais ça, tu as forcément la tête sur les épaules en ce moment-là pour parler affaires. Je comprends maintenant pourquoi le Bénin est dans la dynamique, parce que on parle d'investissement depuis. Donc ça également, c'est un projet pour. C'est ce qui fait qu'on pense exactement que c'est un sport de pacha. Parce qu'en réalité, c'est pas un milieu que tout le monde peut facilement fréquenter. Déjà, je ne vais pas appeler ça accoutrement, mais déjà l'habillement. Mais c'est des trucs qu'on peut s'acheter. Regardez moi-même dans l'habillement quand même. Non, mais le golf attire également des touristes. On se rend compte qu'il y a des hôtels qui se consacrent à ça. Il y a aussi de la création de l'emploi. Il y a de la création de l'emploi parce que quand des investisseurs étrangers viennent, ils vont forcément s'intéresser à tout ce qu'il y a comme artisanat autour du pays. Tout ce qu'il y a comme... les beaux hôtels vont être forcément occupés. L'art culinaire va être forcément développé. Quand on reçoit des étrangers, ils veulent découvrir ce qu'on mange au Bénin, ce que nous fabriquons au Bénin. Ils repartent avec des objets du Bénin, ils vont revendre le Bénin d'une certaine façon. Et c'est de l'emploi. Le jardin qui abrite le parcours de golf, 42 hectares. Il faut des jardiniers pour le travailler, tondre le gazon, garder le gazon toujours vert et tout. C'est de l'emploi. Donc c'est pour ça qu'il dit que... En tout cas, ce qui est bien, c'est que chaque fois qu'on pense au golf, on se dit... Il faut investir, il faut de l'investissement. Et à Vlekété, il semblerait, on ira visiter, il a promis nous amener là-bas. Je l'ai dit que l'équipe de Bonjour le Bénin vient l'éviter. C'est 45 hectares que l'État à Vlekété qui est en train d'être mis en place. C'est 45 hectares et par la grâce de Dieu, on aura l'occasion d'aller suivre l'inauguration dès le premier trimestre de l'année prochaine. Il semblerait. Donc, en tout cas, prions pour ça. Le chef de l'État y était récemment et on voit les mouvements, mais il veut des précisions, il veut que tout soit si... Et on a compris que ça, c'est du sérieux. Non, mais absolument. On a hâte de visiter. Et là, il y a maintenant un complexe que notre invité a créé pour... introduire les enfants dans ce jeu. Absolument, ce qui est très important. Bien sûr. Bon, il dit que le matériel, c'est vrai que ça coûte cher, mais aujourd'hui, ils ont la possibilité sur les parcours de louer, où tu n'es pas obligé d'acheter. De louer, tu loues, tu finis de travailler avec et tu déposes tranquillement. Donc, ce que moi, je peux dire franchement sur ce point, c'est que tous ceux qui veulent franchement devenir golfeur, pas seulement golfeur, devenir grandir dans la vie, avoir un bel avenir. Il faut faire le golf. Il faut passer par le golf. Il faut passer par squatter le terrain d'appliquer. On ne sait jamais. Se tisser des relations. C'est ça. Voilà. Donc squatter le golf. Et j'avoue que l'objectif de mon reportage est atteint. Absolument. Quand je vous entends parler comme ça, j'imagine ce que les autres, les téléspectateurs. Bien sûr. Alors, arrêtons de penser que le golf est un sport d'élite. C'est de la futilité. Non, le golf n'est pas de la futilité. Et je pense qu'avec ce qui se fait à Vlekété, nous allons voir le Bénin bouger autrement. Et nous vous faisons confiance. Je sais que vous allez revenir avec des belles images et tout ça. On vous connaît pour ça. Je promets amener toute l'équipe de Bonjour le Bénin là-bas. Merci beaucoup. La liste est ouverte. La liste est ouverte. Parlant de relations, comment faire une transposition du coach que je suis vers le coach de golf? La question reste posée. D'accord, venez à mon cadeau. Voilà. Merci beaucoup, chère Ghislaine, et merci à tout le plateau. On va à présent raccompagner le coach et passer à notre rubrique invité politique. À mesure que s'approche l'élection présidentielle de 2026, la question du parrainage revient au cœur du débat politique. Institué pour encadrer les candidatures, ce mécanisme s'impose à chaque postulant d'obtenir un soutien d'au moins 15% des maires et ou des députés. Mais ces dernières semaines, plusieurs faits d'actualité sont venus raviver les discussions autour de ce dispositif. Que faut-il comprendre de ce système de parrainage? Quelle est la portée réelle dans le jeu politique et que révèlent les tensions actuelles à quelques mois du scrutin? On en parle avec Gabin Goubi, journaliste et analyste politique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, Jennifer. Bonjour à tout le plateau. Gabin. Bonjour, Heureuse Danongwe. Bonjour, merci. Un plaisir de partager ce plateau avec vous. Il est partagé. Alors, le parrainage est aujourd'hui, je dirais, incontournable pour tout candidat. Pouvez-vous nous rappeler brièvement en quoi consiste ce dispositif?
Ce dispositif fait partie des conditions requises du prétendant à la magistrature suprême, donc le candidat à l'élection présidentielle. Ça fait partie des pièces qui sont obligatoires pour que sa candidature soit validée. Et dans la philosophie du législateur, c'est une prévision qui permet de mettre les partis politiques au cœur du jeu. C'est l'une des balises, je peux dire, du législateur, que le législateur a apporté à la réforme du système partisan pour faire du président de la République quelqu'un qui a une certaine légitimité populaire, légitimité provenant notamment des élus, parce que le droit de parrainage dans le contexte béninois est l'attribution exclusive des maires et des députés, donc des élus, des gens qui ont eu à quémander des suffrages populaires. Et donc ça confère à celui au bénéfice de qui il est accordé une certaine légitimité, une certaine représentativité. Et c'est pourquoi, dans le fond, le législateur a prévu que ce soit 15% au moins de ces potentiels parrains-là, et provenant notamment des 3/4 des circonscriptions électorales où les députés sont élus. Donc, il y a un souci de faire du président de la République, du candidat à la magistrature suprême, quelqu'un qui a quand même une certaine légitimité populaire qui lui donnera, n'est-ce pas, des garanties de représentativité dès qu'il sera élu. D'accord. En quoi c'est utile? Parce que vous commencez à le dire, 15% de députés et ou de maires. Est-ce à dire que lorsque quelqu'un n'est pas très bien vu, lorsqu'il n'inspire pas confiance, on ne peut pas le porter? Absolument, absolument. Il a peut-être des qualités qui peuvent être utiles. Oui, il a des qualités peut-être, mais le député qui participe librement, qui donne sa caution à quelqu'un qui prétend diriger ce pays, le député a une certaine facilité pour aller convaincre à son tour ceux qui ont voté pour lui, pour porter avec lui cette candidature. Donc pour autant que dès que je vous concède mon parrainage, je vous concède une certaine confiance. Et de là, je porte avec vous les idéaux ou les ambitions que vous portez pour le pays. Et il m'est facile, une fois que j'ai adhéré, n'est-ce pas, à votre ambition ou à votre désir de présider aux destinées de ce pays, d'accompagner votre candidature. Et si je le fais, vous n'avez pas de souci à aller convaincre vous-même personnellement les électeurs de ma circonscription. Parce que moi, je me retrouve à travers la candidature que vous portez. Donc, c'est un dispositif qui ne manque pas d'utilité. Le Bénin, vous savez, n'a pas innové en la matière. Ce n'est pas une exclusivité du pays. Même si ailleurs, des gens parlent de légitimité populaire, qui n'est pas forcément l'attribution des élus ou d'élus. Ailleurs, c'est peut-être des signatures populaires que vous allez recueillir de la part des populations pour formaliser, n'est-ce pas, votre candidature. Mais le Bénin n'a pas adopté cette formule-là. Étant donné que nous sommes également dans une démocratie représentative, je pense que le Bénin a opté pour que la représentation populaire qui est reconnue aux députés et aux maires soit exprimée à travers ce mécanisme. Est-ce que c'est ça qui justifie le parrainage gate que nous avons actuellement? Parce que justement, nous allions desser sur ce terrain. L'actualité révèle un peu de tension, si je puis dire, quelques contestations. Le parrainage gate. Comment comprendre cela déjà? Il faut comprendre que le parrainage est d'abord un droit exclusif, parce que toute la problématique est là. Aujourd'hui, beaucoup se disent, comment se fait-il qu'un droit reconnu au parti politique, une propriété exclusive du parti politique soit considéré comme étant dévolu à l'individu? Le parrainage est d'abord individuel avant d'être collectif. C'est la raison pour laquelle on parle de formulaire nominatif du parrainage. Dans le formulaire, c'est le nom du potentiel parrain qui est écrit. Il n'est pas loisible aux partis politiques, même des détenteurs de leur récépissé définitif, d'aller solliciter, d'obtenir le parrainage en lieu et place de celui qui est censé le concéder au candidat. Donc le parrainage est un droit accordé à l'élu, mais le législateur a prévu dans le mécanisme de son opérationnalisation qu'il soit régenté par les partis politiques. Je le disais tout à l'heure, c'est l'une des balises apportées à la réforme du système partisan, étant donné que le législateur est guidé par le souci de mettre les partis politiques au cœur du jeu. Mais ce que le législateur a semblé traduire à travers le parrainage, c'est que le député ou le maire qui est détenteur du droit de parrainage, du pouvoir de parrainage, ne puisse se démarquer du choix
potentiel porté par son parti politique et de décider personnellement de concéder ce parrainage-là à qui il veut. Autrement, cette réforme-là irait dans tous les sens. Mais le législateur n'a pas non plus régenté, non pas conditionner exclusivement le parrainage comme quelque chose qui puisse être arraché à celui qui est censé donner sa signature. Et vous avez vu les interprétations qui sont faites jusque-là même. Qui nous embrouillent même sur la toile. Oui, non, ça nous embrouille. Ça n'embrouille pas parce que si vous lisez bien l'esprit, si vous lisez bien les textes, même la jurisprudence de la Cour à laquelle on fait allusion, vous voyez qu'il y a une part de liberté qui est concédée à l'élu, parce que jusque-là, les lois ne se sont pas prononcées sur la possibilité pour un élu de ne pas concéder son parrainage. Là, ça crée tout un amalgame. Vraiment. Parce que déjà qu'il a remis, pour nous, on dit qu'il a remis au chef de son parti. Mais remettre au chef du parti, la loi n'a pas prévu ça. Les partis, c'est une organisation interne des partis politiques. La loi ne connaît pas de parti politique. Nulle part dans le formulaire de parrainage, vous allez voir l'inscription d'un parti politique. Donc la loi vous donne, c'est-à-dire la Sénat ne connaît que le potentiel parrain, celui qui est détenteur de ce droit-là. Maintenant, dans le mécanisme de sa mise en œuvre, de son opérationnalisation, et peut-être pour des raisons internes aux partis politiques, ces formations-là peuvent décider pour assurer une certaine garantie, une sécurisation de ces parrainages-là, de le faire garder par le chef de l'État. Vous savez quoi, Jennifer, ça fait peut-être banal, mais c'est une discussion, parce que qu'on le veuille ou pas, ça crée une discussion partout dans les familles. Et nous avons, j'y tiens quand même, le cas de ce député-là, on va le nommer parce que c'est déjà connu. Oui, c'est Michel Sodinou qui affirme quelque part également n'avoir donné mandat à personne pour son parrainage. Cela peut également susciter des interrogations. Comment on peut expliquer ça? Il n'affirme pas. C'est d'abord lui. C'est à lui que la loi reconnaît le pouvoir de parrainer. C'est lui l'élu. C'est lui qui allait retirer le formulaire. Oui. Et qu'il ne vous échappe pas que le formulaire, avant tout individuel et nominatif, c'est un droit personnel. C'est lui qui traduit sa volonté de concéder son parrainage à tel ou à tel. Les partis prennent leurs dispositions, peut-être. C'est-à-dire que la loi a énoncé un principe général. C'est que le champ de bénéfice ou le champ d'octroi du parrainage ne peut sortir du cadre du candidat désigné par le parti politique. Mais là, il y a une nuance, et quand vous lisez l'article 132 du Code électoral révisé en 2024, notamment en son alinéa 8, en cas d'accord de gouvernance, il y a une ouverture qui est faite aux députés de parrainer un autre candidat que celui désigné par son parti politique d'origine. C'est peut-être en raison de cette disposition-là qu'aujourd'hui, la FCBE, la Sénat n'a pas encore sorti la liste, la FCBE, le duo constitué par la FCBE de Rumpé, de Rakoumouanou est en train de bénéficier du parrainage. Et l'autre chose qu'il faudrait dire, et ça, j'ai lu un commentaire de l'ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle qui l'a reconnu implicitement, la Cour a reconnu au parrain le droit de se rétracter. Mais cette rétractation doit intervenir avant la validation ou bien la publication de la liste officielle des candidats. Et aujourd'hui, Sodinou, je me rends compte qu'il n'a pas encore enfreint cette disposition-là, parce qu'au moment où il se rétractait du parrainage, ou qu'il sollicitait par exploit d'huissier de son président le droit de retrouver son formulaire, le parti n'avait pas encore finalisé le processus de désignation de son candidat. Je me dis peut-être qu'il a eu des informations et qu'il n'est pas en phase avec le choix du duo, faire ça par sa formation politique. Mais là encore, ça peut susciter des débats. Dans tous les cas, la Cour constitutionnelle est là pour trancher. Mais par rapport à son droit de saisine d'une juridiction de droit commun, moi mon analyse est simple, c'est-à-dire je me dis le parrainage c'est un pouvoir dévolu à l'élu, donc il considère ça comme étant un droit personnel. Donc un droit personnel qui lui est peut-être dont il est dessaisi, il se dit c'est un problème à l'interne entre le parrain que je suis et le président de ma formation politique. Donc c'est comme si on le dessaisit d'un droit privé. Pour moi, ça sort un peu du champ du contentieux électoral. Et c'est peut-être en vertu de ça qu'il a cru devoir saisir le juge judiciaire, une juridiction de droit commun, le juge des référés, pour trancher en cette affaire-là. Lui retourner ce droit-là, ce récépissé-là, peut-être
Oui, parce que sans sa signature, le parrainage est nul. Sans la signature du député, le parti ne peut pas... le parrainage n'est pas accessible, c'est dit dedans. On ne peut pas... quelqu'un d'autre ne peut pas retirer le parrainage en votre lieu et place. Ce n'est pas possible. Donc, sans sa signature, même la fiche détenue par le président de sa formation politique est nulle et de nul effet. Le parrainage n'est pas collectif. Pas du tout, ce n'est pas collectif, même si des gens sont allés collectivement le retirer. C'est un formulaire nominatif, c'est individuel, c'est un droit qui traduit votre volonté de porter une candidature à la présidentielle. Et les partis s'arrangent juste pour que ce soit fait dans un cadre qui sécurise la réforme du système partisan. Merci, M. Gabin Goubi. Nous sommes pratiquement à la fin. À 15h, c'est ce qui est dit. À 15h, M. Sodji nous dira s'il parraine, oui ou non. Ou pas. Il peut refuser de parrainer aussi. Vous savez, la loi le reconnaît ça. Et c'est peut-être ça qui risque aujourd'hui, dans le cas de figures qui se présentent, de jouer contre cette formation politique-là. Moi, je pense qu'il faut dépassionner les débats, voir les choses véritablement en face. Il ne s'agit pas de se lancer aujourd'hui dans un droit, dans une guerre qui n'a pas sa raison d'être, parce qu'il y a eu quand même une situation... Et justement, c'est un appel que je voulais vous convier. Il y a eu une situation qu'il ne faudrait pas perdre de vue. Il y a déjà des signaux. J'ai lu, vous avez lu peut-être la lettre à l'allée de cri de cœur sortie par le premier vice-président du Parti Les Démocrates, le député Éric Mété, dans lequel il relatait que Michel Sodjinou, dès qu'il a retiré son parrainage, avait mis des réserves quant à sa volonté de le remettre au président du parti politique. Donc lui, il avait décidé de garder peut-être par devers lui ce parrainage-là, le temps d'être convaincu du choix du duo que ferait son parti politique avant de lui concéder son parrainage. Bon, il a été évidemment dissuadé de cette prétention-là et avec l'intervention de Rouneté, il a dû reconsidérer sa position pour remettre ce parrainage-là. Ce signal est suffisamment fort de ce qui pourrait y avoir des quiproquos autour du parrainage et devrait déterminer cette formation politique-là à prendre les dispositions pour limiter ces genres d'impasse. Parce que le parti, je me rends compte malheureusement que le Parti Les Démocrates est en train de se retrouver là dans une impasse et qu'elle aurait pu éviter. Parce que entre la date du 2 septembre 2025 où cette bruit-là, ou bien ce signal-là a été donné, et celle du 10 octobre où la Sénat a ouvert officiellement la déclaration de candidature, le parti avait les moyens de prendre les dispositions, n'est-ce pas, pour sécuriser ce parrainage et éviter qu'on ne rentre dans de se retrouver au creux de la vague comme ce que nous avons fait. Mais ça, c'est une situation qui nous a permis de comprendre malheureusement, oui. Député des ronds, ça c'est un moyen ça. Bon, j'ai lu ça va faire marrer évidemment. Bon, ça tire dans tous les sens. Chacun fait les interprétations. Donc il est important de revenir sur le sujet, expliquer le contexte, est-ce qu'il a le droit ou pas de se rétracter et de comprendre justement ce système de parrainage. Merci à vous Gabin Goubi, je vais vous raccompagner. On installe Marvin Promise Aïnadou pour éducation aux médias. Marvin qui est en train... Marvin qui est en train de s'installer. Ce matin, je me fais l'avocate de Marvin. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Vous avez trahi le cercle? Elle n'a pas trahi le cercle. C'est sûr qu'elle a appris. Voilà la fête. Mais j'avoue que j'ai goûté le fameux bonbon au clou de girofle. Mais Ghislaine, je suis dans la vérité. Nous avons une autre traîtresse sur le plateau. Heureusement, on a mangé le bonbon hier ensemble. Voilà. Oui. Pas du tout. De quel bonbon parle-t-elle? Bon, j'en doute. Pas du tout. Tu as goûté sans savoir que c'était ça. C'est sûr. C'est sûr. N'est-ce pas? Vous êtes sûr que j'ai goûté à ce bonbon-là? Alors, on va parler de ce qui est passé. Moi, je parle de ce matin. On va déguster le bonbon en direct sur le plateau. C'est parti. Je sais que j'ai mangé un bonbon hier, mais je ne savais jamais que c'était de ce bonbon. Pourtant, c'était heureuse qui m'attaquait. Pourtant, c'était ça. Marvin, bonjour. On parle intelligence artificielle comme depuis quelques jours, n'est-ce pas? Oui, comme depuis quelques jours. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va pas beaucoup parler. On va parler un peu
faire une interrogation orale et récompenser les meilleurs. Ah, d'accord. Attendez, du plateau ou bien du public là-bas? Du plateau. Donc, les bonbons sont à gagner. Donc, je vais citer juste quelques intelligences artificielles. On a eu à parler des inconvénients, des avantages et tout ça. Alors, je vais parler de ChatGPT, qui permet de rédiger, de faire des résumés, des traductions, des assistances et des apprentissages. Et je vais parler de Gemini, qui est instauré dans la barre Google, avec la complicité de la régie. Je ne sais pas si ça passe. OK. Là, on a GPT. Voilà. Après, il y a Gemini qui permet de faire des recherches intelligentes dans Google. Quand on tape sur Google, il y a d'abord une IA qui nous sort des recherches, c'est Gemini. Ensuite, il y a DAL qui permet de faire des créations d'images réalistes. Tu écris un test, mais DAL est intégré en fait dans ChatGPT. Et quand tu écris le test, c'est DAL qui te sort la version image du test. Il y a Midjourney qui fait des images artistiques. Si on veut faire, par exemple, une caricature du Votundei, c'est Midjourney. Comme les images, les photos transformées qu'on observe sur les réseaux? Oui, ça c'est Gemini qui le fait. Il y a Gemini qui le fait, il y a aussi DAL qui le fait. Donc Midjourney, ça fait plus du artistique, du styliste et des illustrations un peu plus fantastiques. Après, il y a BERT qui est pour la compréhension du langage naturel, qui est dans Google. Il y a OpenCV qui permet de corriger les CV. Ça permet de donner une forme structurée des CV, tout ça, mais de façon intelligente. Donc, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui permettent de... Voilà. Ensuite, il y a DeepSeek également qui fait des recherches. Et il y a Google Lens qui permet de prendre une image et de retrouver en fait son correspondant dans Google. Quand on a une image qu'on ne sait pas qui a crédité l'image, avec Google Lens, on met l'image, ça nous dit c'est quel photographe qui a crédité l'image. D'accord, merci. Donc il y a des panoplies d'IA, je ne veux pas tout citer. Il y a Grammarly qui permet de faire des corrections de grammaire et tout ça. Il y a beaucoup qui permettent de faire beaucoup de choses. D'accord, place au jeu. Ah, mais c'est bizarre. Vous savez qu'on utilisait l'IA depuis longtemps. Sans s'en rendre compte. L'expression l'IA, moi, je l'entends qu'il n'y a pas longtemps. Exactement. Alors que Google nous permet déjà. on l'utilisait pour Oui, aller retracer les sources de certaines publications. Donc, le jeu. On y va. Tel que vous avez parlé rapidement là. Oui, c'est le but. Donc c'est fait exprès. C'est fait exprès. Avec notre tu as commencé par heureuse. Gagner ou pas, on va tous manger du bonbon sur ce plat. Non, tout le monde va commencer par moi. Oui. Je vais commencer par Jason. Qui va attaquer que je veux. C'est mieux ma chère. Tout ce que je sais. C'est que je ne sais rien. C'est que gagner ou pas là. Marie, mais c'est comme moi, je vais pas manger bonbon aujourd'hui. C'est clair. Même si c'est pas sur le plateau ici. Sinon, elle, là, elle va pas rentrer. Vous êtes témoin. Oui. Vous êtes témoin. Alors, le nom d'une IA, le nom d'une intelligence artificielle et un petit résumé ou bien un mot que j'ai eu à dire toute cette semaine. Parce que j'ai parlé d'IA cette semaine. Tu as parlé d'IA cette semaine, d'accord, ça c'est très facile. Hier, tu as parlé de ChatGPT à qui tu as envoyé un test qui doit te corriger. Et il t'a fait une proposition, mais tu as dû recontextualiser ta demande jusqu'à lui demander d'aller faire la recherche sur Google et de te donner des références par rapport à la création d'entreprise. Ok. C'est bien, c'est une bonne réponse, mais c'est pas hier. Non, c'est pas hier. Je sais que c'est pas hier. C'est dans la semaine. Ça ne compte pas, c'est dans la semaine. D'accord. Ça compte pas. Non, mais le sensu. Le bonbon en direct. Le bonbon oui, nous. Pas de trahison, bravo. Bon. Jennifer n'est pas dedans. Non, je suis dedans, je vais le bonbon. Il ne reste qu'un seul. Bon. T'es sérieuse? Non, heureuse. Je vous passe la main. Non, heureuse, elle a appris hier. Elle a appris hier. Non, j'ai pas pris Patrick, je vous passe la main. Non, mais... Non. Je veux ce bonbon. C'est ce bonbon qui est à base de clous de girofle. Non, c'est sûr que... Le bonbon est saisi en direct. Le bonbon est saisi en direct. Le jeu est clos. Tanti, remettez le bonbon. Le jeu est clos en direct. Non, on va quand même continuer.
Je suis sûre que vous avez d'autres bonbons dans le sac. Non. Vous aimez bien les bonbons? Non. Ça, j'ai travaillé dur pour l'avoir. C'est ce que je voulais dire. Vous savez comment elle a eu ce bonbon? Je sais pas, Tommy. C'est un braquage amical qu'elle a eu à faire pour obtenir ces bonbons. Voilà. Donc, on va peut-être faire un petit résumé de tout ce qui a eu à été dit cette semaine. On a parlé de l'IA, des avantages et des inconvénients. On a montré que l'IA, c'est pas que pour faire du mal. L'IA est là, mais ça ne peut pas remplacer l'être humain. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Donc, il faudrait mieux communiquer avec l'IA, là, du bon prompt, savoir contextualiser et amener l'IA à aller se référencier en fait, à des sites fiables pour donner de vraies informations. Et ensuite, apprendre de l'IA, utiliser chaque IA pour faire de bonnes choses. Il y a des gens qui ont des difficultés à parler la langue française, la langue anglaise, et grâce à l'IA, ils arrivent en fait maintenant à mieux faire. Ou à corriger des fautes, comme Grammarly qui aide à corriger des fautes et tout ça. Donc l'IA a son bon sens, et ce qui est sûr, l'IA n'est pas venue pour remplacer le monde. Il faudrait qu'on en fasse bon usage, c'est tout. Ok, c'est compris, mais on retient quand même qu'il est important de savoir l'utiliser. C'est très important. Et dans l'important de savoir l'utiliser, il faut très souvent, dès que vous démarrez avec l'IA, vous présenter à l'IA. Ah oui? Lui dire oui. Qui vous êtes, quelle est votre profession. Mais vous avez vu avant-hier, ça a fait très bien, Marvin. Oui, c'est mon ami. Et là, vous échangez parfois de tu à toi. Oui. Parfois, l'IA aujourd'hui est là pour aider même certains à régler des problèmes. C'est comme l'écoute de certains. Face à tout problème, on écrit, voilà, j'ai telle situation. Mais est-ce que c'est pas... On nous a dit de ne pas tout dire, n'est-ce pas? Oui, non, beaucoup plus au niveau des données personnelles. Qu'on ne dise pas ou pas, en fait. Si on tape maintenant dans ChatGPT, dis-moi qui est heureuse d'Anandé, il ira sur Facebook, il va dire c'est une chroniqueuse qui a tel nombre d'abonnés, qui a fait ci, fait ça. Fais la recherche sur tous les réseaux sociaux qu'il y a, fais la recherche sur Internet et sortir en fait une biographie de Heureuse d'Anandé. D'accord. Donc le mieux c'est de présenter pour cadrer parce qu'il y a beaucoup d'informations. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu cette semaine, c'est qu'il faut donner des précisions. Et cette fois-ci, je ne me gêne pas, je donne les précisions, et je commence à apprécier maintenant. Voilà, c'est ça. Donc merci pour le coup. L'IA est merveilleuse en tout cas. En tout cas, l'IA m'a permis de savoir que j'étais à Paris pour une opération sur le français, pour la biennale de la langue française. Ah oui, vous ne saviez pas? Non, j'avais totalement oublié. Oh là là! C'est quand elle parlait d'il y a cette semaine, c'était le mercredi. Le mercredi que je suis allé, j'ai essayé avec Meta AI. Oui. Et j'ai dit, qui est Patrick Diossou? On dit voilà, biennale, représenter le Bénin pour la biennale de la langue française. Il a fait une communication sur le français béninois. J'ai lu, j'étais là. Wow. Non, mais c'est merveilleux ce qui se passe avec l'IA. Si on en fait un bon, je suis en train de tousser. Écris-lui rapidement, il va te donner des astuces. Bonbon, Jennifer Aval, ça te donne. En quoi ChatGPT peut m'aider? Est-ce que c'est l'IA ou c'est l'AI? C'est moi qui mange de bon. C'est l'effet Marvin. Bon, je vous donne ça, Merci. Sinon, j'allais taper sur ChatGPT. En tout cas, comment je peux être aidée? Et je vous assure, vous aurez la réponse. La réponse, n'est-ce pas? Il faut tout contextualiser. Et il vous donne des informations sur que du plagiat. En tout cas, il est en place pour sa chronique, la revue de presse. On installe Marcel Arossi. Bonjour Marcel Arossi, comment allez-vous ce matin? Très bien. La pleine forme de toutes les façons. N'est-ce pas? Ouais. Alors, on y va tout de suite. Affaire Sodjinou, un parrainage, 1000 interrogations. Une lettre, une bombe politique, un cri de conscience. Michel Sodjinou, vous l'avez très bien indiqué, député du parti Les Démocrates, s'avance seul contre la marée. Dans un contexte long comme un testament et lourd comme un aveu, il dénonce un appareil verrouillé, accuse un leadership d'un autre âge et interpelle ses camarades au nom de la morale et du peuple. Son ton est grave, son écriture enflammée. Je parle non par colère, mais par devoir, a-t-il écrit.
Et soudain, les lignes de fraternité prennent des allures d'autopsie politique, le matinal aussi, autopsie d'un parti né de l'espoir et qu'il décrit aujourd'hui comme asphyxié. Le potentiel de son côté écrit avec l'énergie du direct, une nuit et un petit matin, tout est allé vite, mais très vite. L'idéal a été asphyxié par un leadership d'un autre âge, avait écrit Sodjinou, rappelle ces deux quotidiens. Entre les lignes, le potentiel trace le portrait d'un parti en implosion où la loyauté chancelle. Les mots sont durs, martyrs, caste, autorité excessive et au bout de la plume du député Sodjinou, une conclusion presque crépusculaire. Il est temps de reconstruire les démocrates sur des fondations solides, la confiance, le respect et le courage politique. Mais voilà que Fraternité revient pour porter la réplique. Cette fois, c'est le parti qui parle, le ton qui claque, la voix qui tonne. Un mot qui frappe cheval de Troie. Tout est dit. Pour le parti, Sodjinou serait instrumentalisé, poussé par la main invisible d'un système qui voudrait exclure les démocrates du jeu présidentiel. Devant la presse, les cadres du parti s'érigent en rempart. Ils bénissent Dieu, saluent les militants, accusent le pouvoir et défendent leur chef Boni Yayi avec ferveur et lyrisme. Le parti réaffirme ses 28 parrainages, rejette la compétence du tribunal et jure de rester en lice pour 2026, quoi qu'il en coûte. Le Progrès, enfin, raconte l'affaire avec un ton plus direct, disons, plus humain. À cause d'un seul parrainage, le parti risque de ne pas participer à la présidentielle. On était, lui, s'agenouille par les mots, implorant la paix et la responsabilité. Les coordonnateurs de circonscription appellent à la conscience patriotique et le temps s'égrène. La loi accorde 72 heures, pas une de plus. La Nouvelle Tribune, plus analytique, décrypte le fond du tumulte sous le titre « La bataille juridique ouverte ». Le journal place la Cour constitutionnelle au cœur de la tempête. Ce n'est plus seulement une querelle de personnes, mais une question de jurisprudence et d'institution. Tous les regards, et donc écrit le quotidien, sont braqués sur la Cour, seule compétente pour trancher selon les médias. Car derrière le duel Houndé-Sodjinou se joue la crédibilité du système de parrainage, cette clé qui peut ouvrir ou fermer la porte de la présidentielle. La Nouvelle Tribune prend du recul, montre le décor plus large, celui d'un pays où la politique se joue à la fois dans les cœurs et dans les tests. Merci Marcel Arrossi, merci de nous avoir fait découvrir l'avis des différents journaux sur ce sujet qui crée quand même assez d'engouement ces derniers temps. Mesdames, nous sommes à la fin de cette semaine, c'était un plaisir d'être resté avec vous. Je vais passer la main à Herman, certainement, mais je reste toujours, on reste toujours unis dans le cœur et pourquoi pas je ferai un tour, histoire de rigoler. Je le disais. Là, moi, je n'ai pas compris sa conclusion. Non, je le disais, Ghislaine a l'habitude de nous inviter. Donc, si elle remet ça sur le plateau, c'est sûr qu'elle a une surprise. Mesdames, messieurs, quand je serai de retour, je vais vous dire où elle nous a conduits. Et puis, où est-ce que vous allez nous conduire? Non, on ira ensemble découvrir le parcours de golf. Après, je dirai où je vous conduis. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Merci Marvin pour le bonbon. Tout au long de cette semaine, l'équipe technique nous a accompagnés avec Précieuse Zanou à l'infographie, Bernol Djogbe à la caméra, Guérin Dako et Claire Dacruz à la maintenance, Arnaud Tosset au son, Joël Jésumian à l'informatique. Tout ceci chapeauté par Timothée Ronton à la réalisation et bien entendu notre chef d'édition très très fort comme on a l'habitude de l'appeler. Et on n'oublie pas Sylvanus. Karamat Agbataou, sans oublier Sylvanus également au son, puisque voilà, c'est important. Au revoir, on se retrouve très très bientôt.